Monsieur le secrétaire d'État, Excellences, Messieurs les députés aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur l'ancien président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales et communales, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, chers invités, chers amis. Permettez-moi peut-être de débuter par une citation, celle de Charles de Montesquieu qui écrivait en 1734 que la tyrannie d'un prince dans une oligarchie n'est pas aussi dangereuse pour le bien public que l'apathie des citoyens dans une démocratie. Mesdames et messieurs, nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Mais la démocratie n'est pas un fait acquis pour toutefois. Elle doit être nourrie, elle doit être constamment cultivée, elle doit pouvoir s'appuyer évidemment sur une communauté de citoyens bien informés, dotés d'un sens critique et à même de saisir des enjeux parfois complexes. En tant qu'université, cela signifie pour nous que nous devons en particulier offrir au public, et merci d'être aussi nombreux ce soir, offrir au public l'accès à une information de qualité, que nous devons aussi créer des espaces pour des discussions ouvertes dans lesquelles des opinions contrastées peuvent s'exprimer, que nous devons finalement offrir à nos étudiants et former nos étudiants qui, face à des enjeux de plus en plus complexes, devront savoir éviter les réponses simplistes pour apporter des solutions les plus efficaces possibles, fondées sur une information de qualité et une capacité d'analyse développée tout au long de leur formation. C'est dans cette optique en particulier que ce soir, nous avons l'immense plaisir de pouvoir écouter le secrétaire d'État, M. Roberto Balzaretti, qui assure pour la Suisse la coordination des négociations avec l'Union européenne, un sujet particulièrement complexe et émotionnel. Son exposé de ce soir sera suivi d'une discussion avec des étudiantes et des étudiants de l'Université de Genève en relations internationales et en études européennes, une discussion qui sera conduite sous l'auspice de Mme Romaine Jean, que je remercie, représentant en particulier de la fondation de l'Association des alumni de l'Université de Genève. Ensuite, M. Balzaretti répondra aux questions du public. Je souhaite aussi tout particulièrement remercier l'ensemble de nos associations d'étudiants, l'AESPRI, Amnesty International, Forhouse, Zofing et l'Association des étudiants du Global Studies Institute qui ont collaboré à l'organisation de cet événement aux côtés de notre association des alumni de l'Université de Genève. Qu'ils en soient ici infiniment remerciés. Je me réjouis, en tant que recteur de cette université, de l'engagement de nos étudiantes et de nos étudiants qui organisent régulièrement des événements sur toutes sortes de sujets qui animent notre vie démocratique, en se mobilisant pour la grève des femmes ou pour la grève du climat, naturellement, mais aussi en organisant des débats sur des sujets de votation tels que dernièrement l'initiative NoBilag, l'initiative pour l'autodétermination ou encore la loi sur la laïcité, et en suscitant finalement des discussions sur des sujets futurs de votation, en particulier celle du 19 mai prochain sur la réforme fiscale, mais aussi sur les armes à feu en lien avec les accords de Schengen, comme vous le savez. Sur ce dernier point, je ne peux qu'encourager notre communauté, l'ensemble de notre communauté universitaire, forte de 24 000 étudiantes et étudiants, collaboratrices et collaborateurs, à conjurer l'apathie et à participer au vote du 19 mai prochain. Climat, migration, pandémie, mesdames et messieurs, les grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui ne peuvent se résoudre que collectivement. Or, pour des raisons autant culturelles que géographiques, la communauté européenne est pour les chercheurs et les chercheuses, pour les étudiants et les étudiants, le bassin naturel de collaboration. Ce n'est qu'en collaborant avec nos voisins européens qu'on pourra être compétitif et rester compétitif face aux géants que sont la Chine ou les États-Unis, sur des domaines aussi sensibles que la génétique, l'intelligence artificielle ou encore la physique quantique. Mesdames et messieurs, nos relations avec l'Europe scientifique sont cruciales pour notre université. Et j'aimerais à ce titre rappeler que notre université a bénéficié, depuis la création des bourses d'excellence européennes, de 52 bourses IRC au total, qui représentent un financement d'environ 90 millions d'euros. Et très récemment, 3 nouveaux chercheurs de l'Université de Genève viennent de recevoir
une nouvelle bourse ERC pour l'année en cours. On peut et on doit aussi mentionner évidemment le programme européen sur la physique quantique, le Quantum Flagship, qui permettra d'allouer 1 milliard d'euros sur 10 ans à la recherche dans le domaine quantique. Or, sur les 20 premiers programmes et projets qui viennent d'être sélectionnés, l'Université de Genève participe à 3 d'entre eux, dont un qu'elle coordonne. Ordinateur quantique, télécommunications sécurisées, navigation par satellite, smartphones ou encore diagnostics médicaux sont autant de domaines qui ont été développés et qui le seront encore dans un proche avenir par la maîtrise de la physique quantique. Mais toutes ces technologies, quantiques ou d'autres technologies, doivent trouver un cadre. Elles doivent être accompagnées par des réflexions éthiques, des réflexions sociales et économiques pour améliorer le bien-être général, un regard pluridisciplinaire qui, en particulier, est possible dans notre université polyvalente. On a parfois tendance à l'oublier, mais le succès de la Suisse est largement dû à sa participation à l'Europe du savoir. C'est pourquoi l'ensemble des milieux académiques se sont prononcés en faveur de la signature de l'accord-cadre. Universités, EPF et HES estiment qu'il n'y a aujourd'hui pas d'autres alternatives. Et les questions légitimes, certes, qui concernent les mesures d'accompagnement, peuvent et doivent être résolues à l'interne entre partenaires sociaux. Mesdames et messieurs, je passe maintenant la parole à René Schwock, directeur du Global Study Institute, qui présentera en particulier notre conférencier de ce soir. Et je vous remercie infiniment de votre présence. Elle est importante pour nous pour continuer à mettre en place ce type de débat. Merci infiniment. René, à toi la parole. Merci, Monsieur le Recteur, Monsieur le Secrétaire d'État. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon exposé va être diffusé en 2 parties. Une première présentation de M. Balzaretti et puis 2-3 mots plus personnels d'un politologue sur ce qui me paraît être l'importance du sujet de ce soir. Alors, quelques mots d'abord de présentation de M. Balzaretti. Depuis 1991, il a rejoint le département fédéral des affaires étrangères. Il a été en poste dans de nombreuses capitales, dont Washington et Genève, parmi les capitales. Et entre 2012 et 2016, il était ambassadeur de Suisse auprès de l'Union européenne. Depuis donc, février 2018, il est secrétaire d'État, rattaché au département fédéral des affaires étrangères, en charge de ces négociations essentiellement avec l'Union européenne et du dossier européen. Il est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Berne et il indique sur son site qu'il est également père de 5 enfants. Je suppose que c'est vos plus beaux bébés avec celui dont vous allez nous parler ce soir. Maintenant, permettez-moi, dans cette deuxième partie, quelques mots plus personnels. Donc, je suis professeur de sciences politiques et un politologue. Il n'est pas là pour servir les plats, il n'est pas là pour faire de la politique, pour prendre position. Il est là pour soulever des questions que peut-être certains ne voient pas ou que certains ne veulent pas vouloir voir. Alors, à mon avis, la situation actuelle n'est pas aussi banale qu'on ne le pense généralement. Certains me disent, ouais, mais enfin, ça fait 30 ans que c'est un peu toujours la même histoire, les mêmes dilemmes, les mêmes acteurs, un feuilleton un peu lassant, le feuilleton britannique est bien plus excitant. Finalement, une impression de déjà-vu. Alors, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne me paraissent pas si banales que cela. Peut-être que je serai un peu provocateur. La première chose qui ne me paraît pas aussi banale que cela, c'est qu'il n'y a plus de majorité au sein du Conseil fédéral en faveur d'une voie bilatérale avec l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant 2 conseillers fédéraux bleuchériens, on ne dit pas assez souvent, et parce que le Parti socialiste, en tout cas pour l'instant, a l'air d'avoir lâché les 3 représentants du centre droit. Deuxième élément qui ne me paraît pas si banal que cela, on a des négociations qui ont été achevées, qui ont été conclues, mais on n'a toujours pas d'opinion du Conseil fédéral sur ces négociations. Et on me dit, oui, mais enfin, en fait, il est pour le Conseil fédéral, ou celui-là, il est pour, ou celle-là, elle vient du Haut-Valais, donc elle doit être pour. Enfin, on n'a toujours pas de déclaration officielle, à mon avis, du Conseil fédéral qui dit qu'il endosse le résultat des négociations brillamment négociées par le secrétaire d'État Balzaretti.
Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire suisse? Je ne m'en souviens pas. Est-ce que ça existe dans d'autres États, qu'un gouvernement n'a pas d'opinion et peut-être dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans, n'aura toujours pas d'opinion clairement affichée, qu'en tout cas le peuple comprenne, sur le résultat de ces négociations? Est-ce que ça existe dans d'autres États du monde? Moi, je n'ai pas d'exemple en tête. Troisième élément pas banal, je vais parler de vous, monsieur le secrétaire d'État, mais on vient, rassurez-vous. Vous venez donc nous présenter le résultat de négociations au nom du Conseil fédéral, sans qu'on sache si vraiment le Conseil fédéral soutient le résultat de ces négociations. Vous êtes un haut fonctionnaire, et ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein. C'est le système suisse qui dit qu'un secrétaire d'État, contrairement à la France ou aux États-Unis, est un haut fonctionnaire. Monsieur Blanquart, à l'époque, disait un haut fonctionnaire subalterne, à propos de lui-même de façon ironique. Mais vous avez, à mon avis, très bien négocié, c'est un avis personnel, brillamment, 32 rounds de négociations, certainement mieux que les négociateurs britanniques, mais Madame May, elle endosse une négociation assez mauvaise, avec des très mauvais résultats. En Suisse, on a un Conseil fédéral qui n'endosse pas des bons résultats. Et donc, sans du tout, donc, vous le comprenez bien, je suis sûr, vouloir relativiser vos mérites personnels, ça n'a rien à faire avec votre personne ou celle de vos prédécesseurs. On est quand même dans une situation qui n'est pas banale. Et quand je l'explique à des journalistes étrangers ou un collègue ukrainien encore hier soir, il n'arrive pas à comprendre comment on peut être dans une telle situation. C'est ça que j'aimerais souligner. Quatrième point, qui n'est pas si banal que cela, la position du Parti socialiste, surtout un peu de la gauche en général, qui traditionnellement était en faveur de la voie bilatérale, et qui maintenant, on ne sait plus très bien, n'est pas pour, peut-être contre, ou peut-être quand même pour, enfin on ne sait plus très bien, mais avec des arguments assez paradoxaux. De nouveau, ce n'est pas une critique des socialistes, on a dans la salle en face de moi, ce n'est pas ça le point, mais c'est le problème de la cohérence. Pendant des années, le Parti socialiste et la gauche nous a dit qu'il faut adhérer à l'Union européenne parce que le droit social de l'Union européenne est supérieur à celui de la Suisse. Parce que la jurisprudence de la Cour, entre autres, est supérieure à celle de la Suisse. Et maintenant, on nous dit exactement le contraire. Si on accepte l'accord institutionnel et la reprise dynamique de l'évolution du droit de l'Union européenne, on sera obligé de reprendre cet affreux droit de l'Union européenne qui privilégie, je cite, la concurrence aux dépens de la protection sociale. Donc, aidez-moi à comprendre. Cinquième point, il y en a pour tout le monde, rassurez-vous, le patronat, le centre-droit, PLR, PDC, sont plus ou moins en faveur de l'accord que vous avez négocié, avec leurs restrictions, mais moins importantes que la gauche. Ils nous disent, je pense à juste titre, que si on ne signe pas cet accord, on risque une catastrophe, des mesures de représailles qui ont déjà été annoncées par l'Union européenne. Donc, si on croit ce qu'ils disent, une catastrophe est imminente. Et donc, ils devraient agir maintenant pour trouver des solutions, entre autres pour apaiser les craintes, légitimes en partie de la gauche, sur les mesures d'accompagnement concernant les travailleurs détachés. Des mesures existent, celles qui sont pratiquées dans le canton de Genève, essentiellement d'inspection, qui ont été popularisées encore récemment par un excellent rapport de Forhaus, de nos amis de Forhaus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des entremetteurs, surtout au centre droit, dans le patronat, qui offrent des propositions à la gauche qui permettraient de rallier la gauche, le Parti socialiste et les Verts au projet qui a été négocié par l'ambassadeur Balzaretti. Sixième point, je vais peut-être m'arrêter là, j'en aurai d'autres. On annonce effectivement des mesures dures à l'encontre de la Suisse, par exemple la non-reconduction de la participation de la Suisse au programme de recherche européen. C'est très important, d'autres sont annoncés, on en parlera tout à l'heure, et bizarrement, personne n'y croit. On est sur le Titanic, on nous dit qu'il y a l'iceberg devant, mais personne ne veut y croire. On nous dit qu'il faut déplacer l'iceberg. Enfin, il faut renégocier avec l'Union européenne, tout en sachant que c'est quasiment impossible, quoi. On l'a vu avec le Royaume-Uni. Donc voilà, une situation qui ne me paraît pas aussi banale que cela. C'est un feuilleton à la Suisse, c'est pas un feuilleton à la britannique, c'est pas des acteurs shakespeariens, il n'y a pas d'émissions tous les jours ou toutes les 2 heures comme dans le gouvernement britannique, il n'y a pas autant de coups de poignard, c'est plutôt du cinéma suisse de proximité,
d'agilité, de lenteur, mais je pense que ce n'est pas aussi banal que cela. Voilà, Monsieur le secrétaire d'État, c'est mon plaisir de vous inviter à venir vous exprimer, entre autres, sur cet accord institutionnel. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier le recteur de l'université pour cette invitation et pour avoir organisé cette soirée. Je vais faire comme l'avait fait à l'époque Georges Marchais, lorsqu'il avait été invité par M. El-Kabash à Europe 2. Et question, interview. Puis à un certain moment, El-Kabash, il s'est énervé. Il a dit, mais enfin, monsieur le secrétaire central, je ne sais plus quoi, vous ne répondez pas à mes questions. Je fais exprès de parler lentement et très bas pour que vous soyez parfaitement attentifs. Mais vous l'étiez, donc maintenant je peux hausser le ton. Alors El-Kabash disait, mais enfin, vous ne répondez pas à mes questions, comment ça se fait? Il a dit, monsieur El-Kabash, vous êtes venu avec vos questions et moi je suis venu avec mes réponses. Alors, vous n'avez pas vraiment posé de questions, vous avez exprimé des opinions, et alors chacun peut avoir une opinion, donc c'est encore plus facile. Moi, je suis venu ici, vous le verrez, avec l'opinion du Conseil fédéral. D'ailleurs, un peu plus tard, je vais utiliser des slides, des diapositives qui sont utilisées par les conseillers fédéraux, notamment et en particulier M. Cassis et M. Parmelin, lors des consultations qui ont eu lieu et se sont terminées vendredi dernier avec les cantons, qui ont eu lieu avec les milieux les plus touchés et les plus intéressés par l'accord institutionnel. Alors, avant de vous parler de l'accord institutionnel, si vous le permettez, j'aimerais peut-être essayer de poser le cadre un peu plus largement. Et d'abord, je ne sais pas si vous avez fait exprès, professeur, vous avez cité Charles Péguy. Vous avez dit que non seulement il faut dire ce que l'on voit, mais il faut aussi voir ce que l'on voit. Je pense que c'est essentiel. Les faits, c'est le départ de toute politique. En fait, c'est le départ de chaque chose qu'on fait dans la vie. Il faut savoir de quoi on parle, ce qui se passe, les faits qui sont là. Je vais revenir. Les faits de la relation entre la Suisse et l'Union européenne sont essentiels. Sur cette base, il faut définir une politique, une position. Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que même si les faits sont les mêmes, l'analyse, parfois, elle diffère, les conséquences encore un peu, et puis il faut établir une position. En Suisse, cette position s'établit en matière de relations internationales de manière très articulée, très complexe, avec des procédures d'abord interdépartementales, c'est-à-dire les départements fédéraux concernés. On implique les cantons, on implique les commissions de politique étrangère du Parlement. Parfois, on fait des consultations un peu plus larges. Et puis, on peut dire qu'on a cristallisé une position. C'est important. Je pense que c'est vraiment le point central d'une négociation, c'est de savoir ce qu'on se veut. Et ensuite, évidemment, il faut négocier avec quelqu'un. Donc, il ne faut pas oublier qu'en face, on a... Je simplifie, je parle du système bilatéral, on a un interlocuteur, une interlocutrice qui a fait exactement la même chose, qui a examiné normalement les mêmes faits et qui a défini une position. Et alors l'art de tout ça, c'est de se retrouver quelque part au milieu et de dire sur la base des faits, des positions qui peuvent parfois être opposées, on a réussi à obtenir un consensus qui est forcément quelque chose de médiane, quelque chose de partagé et quelque chose qui ne peut pas être égal à la définition des intérêts des uns et des autres. Ça ne s'appelle pas une négociation ni un accord international, ça s'appelle un diktat et il n'y a pas beaucoup de pays qui arrivent à faire ça, je dirais même qu'il n'y en a plus qui arrivent à faire ça. Donc je pense que ça, ce sont deux préalables importants. Je reviendrai sur les points que vous avez touchés, dans la mesure du possible, parce que, évidemment, la position des partis politiques, par exemple, mais aussi la position des cantons qui a maintenant été exprimée, et de beaucoup d'autres qui se sont déjà manifestés et exprimés, n'est pas encore formellement établie pour tout le monde. On attend encore des déterminations écrites, et c'est sur cette base qu'on va procéder à une analyse. Mais vous verrez que ce n'est pas vrai que le Conseil fédéral n'a pas une opinion sur cet accord.
il a une opinion, et il a une opinion qu'il a manifestée, déclarée même par écrit le 7 décembre, lorsqu'il a pris connaissance des résultats des négociations, et encore ensuite le 16 janvier lors d'une conférence de presse. Mais peut-être, si vous le voulez bien, deux, trois réflexions un peu plus larges. Vous savez, la relation entre la Suisse et l'Union européenne est importante, elle est même, je dirais, vitale pour l'économie suisse, mais elle s'insère dans quelque chose de plus large, elle s'insère dans les relations que notre pays, que nos régions ont d'abord avec les voisins, puis avec cette entité qui est l'Union européenne, mais les voisins, c'est les régions aussi. Vous en savez bien quelque chose à Genève. Je viens du Tessin, je sais très bien ce que ça veut dire, la relation entre le Tessin et le nord de l'Italie, la Lombardie, le Piémont, avec l'Italie, avec la France, avec l'Union européenne, avec d'autres États qui sont en Europe et qui ne sont pas de l'Union européenne, et puis, au sens plus large, des relations avec le monde. Et donc, elle a quelque chose d'assez particulier parce que dans la discussion européenne, nous sommes l'État tiers qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais dans le monde, nous sommes un État européen et perçu comme tel qui partage très largement les valeurs qui sont les valeurs et les principes fondamentaux des pays qui forment le continent européen, certainement des pays qui forment l'Union européenne. Et donc, là commence quelque part la discussion intéressante, n'est-ce pas? On est en même temps un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui, au-delà de la relation bilatérale qui peut parfois être compliquée, la Suisse est un État pleinement européen. Vous le voyez à l'ONU, vous le voyez largement à l'OCDE, peut-être pas tout le temps pour les questions fiscales, mais autrement, vous le voyez à l'OCDE, vous le voyez à l'OSCE, vous le voyez en matière de droit, de sécurité, de gouvernance, de respect des droits de l'homme, de conception de l'État et de conception du monde. Ça, je dirais, c'est le premier point qu'il ne faut jamais oublier. Aujourd'hui, on discute parfois de manière très dure et très difficile sur des sujets très précis, mais le cadre beaucoup plus large devrait nous rassurer quant au fait d'être sur un continent qui est un continent de prospérité, de stabilité politique, de paix. On le doit évidemment à nous-mêmes, à nos institutions, mais on le doit aussi aux autres États européens, certainement après la Deuxième Guerre mondiale et certainement en partie aussi à l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que si on considère les données économiques et sociales, je reviendrai sur celles qui concernent plus directement la relation bilatérale, mais les données économiques et sociales au niveau de l'Europe et de la planète, et puis si on essaie de les projeter à une dizaine d'années, on voit quand même des choses assez intéressantes. On voit par exemple qu'en matière de population, le continent européen devient plus petit par rapport à la population mondiale. On remarque que la part de produits intérieurs bruts que détient l'Europe dans 10 ans par rapport au total mondial diminue aussi. On voit probablement une perte d'importance et de valeur de la monnaie européenne. Mais en même temps, on voit qu'à 10 ans, la coopération internationale, les liens que l'Europe aura établis avec le monde augmentent. On voit aussi que l'emploi, globalement, il augmente, il s'améliore. C'est aussi dû au vieillissement de la population, au fait que la population européenne diminue. En 2030, les Européens seront les plus vieux en moyenne sur la planète. On sera à peu près à 45 ans de moyenne, alors qu'en Afrique, on sera à 21 ans de moyenne. Et on voit en même temps, et ça c'est plutôt réjouissant, que les sociétés les plus égales, les plus démocratiques, les sociétés les plus pacifiques seront toujours en Europe. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a un débat aujourd'hui qui est très focalisé sur quelque chose de très actuel, de très concret. Je le dis sans polémique, mais on discute des délais d'annonce de 8 jours ou 4 jours pour des travailleurs détachés qui viennent chez nous. Certes, c'est important de protéger les travailleurs, mais si vous vous projetez à 10 ans, il y aura sur le continent européen une concurrence de plus en plus dure pour acquérir de la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'on en aura beaucoup moins. Et si on ne se projette pas à 10, 20 ans, mais à 50, 60 ans, il y aura la bataille
pour trouver celles et ceux qui s'occuperont de nous quand nous, on ne pourra pas s'occuper de nous-mêmes. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est encore un autre élément. Je cite là un rapport, un white paper, pour parler bon français, qui a été publié en 2017 par la Commission européenne, qui a été voulu par le président Juncker. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend ces données, ces faits, et puis on essaye de définir des politiques pour l'Union européenne, alors vous avez des scénarios possibles, avec un renforcement de l'idée de l'Union communautaire, avec des vitesses variables, avec une évolution plutôt vers le marché, le libre marché, plutôt que l'intégration. Bref, vous avez ces 5 scénarios. Mais ce qui ne change pas quelque part dans tout ça, c'est l'idée même de l'Union européenne que pour continuer d'exister, il faut qu'elle se concentre dans tous les scénarios sur les principes fondamentaux qui l'ont constitué, c'est-à-dire sur ce principe fondamental qui est un principe de marché intérieur, de marché unique, sur ces piliers que sont la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, et qui implique une homogénéité ou alors une cohésion économique et sociale toujours plus forte, qui implique aussi une homogénéité du droit qui doit valoir pour tout le monde, qui doit être appliqué de la manière la plus homogène possible pour tout le monde. Et alors, vous comprenez, vous voyez où je suis en train de venir, comprenez pourquoi aujourd'hui, pour l'Union européenne, et pour nous, ce n'est pas désavantageux, c'est tout à fait avantageux aussi, cette idée d'homogénéité toujours croissante doit s'accompagner d'une entente avec un partenaire de taille comme la Suisse sur le fait que lorsqu'on est dans un même marché, dans un même domaine économique et social, les conditions doivent être les mêmes pour tous. C'est en même temps un objectif et un programme. C'est ça qui rend la chose un peu plus compliquée. C'est une fiction, si vous voulez. C'est une fiction d'homogénéité actuelle qui, en fait, ne l'est pas, mais qui doit être atteinte pour que tout le monde sur le continent, d'abord les États membres qui ont souscrit à tout ça pleinement, mais puis après, ensuite aussi les États tiers qui participent indirectement, de manière plus ou moins liée à cette entreprise, pour que tout ça fonctionne correctement. Alors, si vous liez à tout ça, ce qui se passe, et là aussi je le dis sans aucune polémique, ce qui se passe ces derniers mois, ces dernières années, dans certains pays sur le continent européen, et notamment dans certains pays membres de l'Union européenne, où on remarque globalement des effets centrifuges, où on remarque, et ça, ils n'y peuvent rien, c'est comme ça, quoi, la fin d'un cycle économique peut-être, certaines difficultés de certains pays qui, pendant un moment, ont cru être, les laissés pour compte de l'intégration européenne, les nouveaux pays qui ont adhéré plus récemment et qui commencent peu à peu à se faire entendre de manière un peu plus forte et qui peut-être ne partagent pas tout le temps la voie qui a été choisie. Donc, vous regardez toutes ces difficultés, polarisation politique, des nationalismes qui reviennent, et vous comprenez encore plus pourquoi, pour l'Union européenne en tant qu'institution, pour les institutions communautaires, mais aussi pour les États qui se retrouvent à Bruxelles, ces principes fondamentaux peuvent être très difficilement remis en doute, qui plus est, par un État tiers qui, lui, échappe à toutes ces difficultés. Alors, l'accord institutionnel, et maintenant j'y arrive, si vous voulez, c'est la tentative de répondre à toutes ces questions-là. Donc vous avez raison, monsieur le professeur, c'est rien de banal. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très profond dans la relation entre la Suisse et l'Union européenne, parce qu'au-delà des technicités, j'y reviendrai, et puis on peut aller dans tous les détails, ça fait 3 mois qu'on va dans des détails invraisemblables de discussion sur cet accord. Au-delà des détails, c'est ça qu'on essaye de faire entre la Suisse et l'Union européenne, c'est de trouver cette base commune qui permette à un État tiers comme la Suisse, quelque part, d'être au même niveau dans la considération des autres, de tous, qui est aussi la nôtre, quant à l'effort constant de créer sur ce continent des conditions économiques et sociales, et j'insiste aussi sociales, qui soient le plus égales possible, le plus respectueuses non seulement des principes libéraux, du libre commerce, mais aussi le plus respectueux possible
de l'être humain, qui est finalement la base de tout ça, quoi. Donc, cet accord, tout d'abord, est une entreprise qui a, il faut le dire, qui a été plutôt voulue au départ par l'Union européenne. C'était l'ancien président de la Commission européenne, M. Barroso, qui a fortement voulu un système pour mieux faire fonctionner un espace que l'Union européenne considère comme désormais intégré et qui pour nous l'est aussi. Mais peu à peu, s'est transformé en quelque chose de très différent, est devenu, si vous voulez, la réponse commune à ce défi, qui est un défi d'homogénéité dans la différence. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, maintenant, si vous voulez bien, je peux aller dans quelques détails, et puis si je répète des choses, j'allais un peu plus vite. Ce sont les slides qu'utilise le Conseil fédéral pour ces consultations. Elles vous donnent la position consolidée du Conseil fédéral. Vous savez, normalement, on fait de telles présentations sur la base de documents internes qu'on prépare. Nous avons à la Direction des Affaires européennes un mandat légal d'information, de participation, de discussion. Cette fois-ci, l'affaire étant politiquement sensible, le Conseil fédéral lui-même a voulu voir ces slides. Les explications de l'accord institutionnel qui ont été publiées le 16 janvier sur le site de l'administration fédérale dans les 3 langues officielles ont également été approuvées par le Conseil fédéral. Donc là aussi, c'est un polémique, je ne vais pas vous contredire, mais ce que vous trouvez écrit sur l'accord, et ce sont 18 pages, détaillé, c'est l'avis du Conseil fédéral sur cet accord. Alors, ça, c'est juste un rappel, n'est-ce pas? Pourquoi le Conseil fédéral n'a pas approuvé l'accord le 7 décembre? Il aurait pu l'approuver, il aurait pu l'envoyer en consultation des offices et puis décider d'une date de signature, rédiger, comme on dit dans notre jargon technique, un message au champ fédéral, un rapport explicatif, l'envoyer au Parlement et puis voir ce qui se passe. En fait, le Conseil fédéral avait fixé dans le mandat qu'il avait donné aux négociateurs de l'époque, c'était mon prédécesseur, c'était Yves Rossier, le mandat, ce sont des jalons précis. Ce sont, si vous voulez, c'est la cristallisation de la définition des intérêts dont on parlait il y a 10 minutes. Et c'est quelque chose qui est donné au négociateur qui part négocier, sachant jusqu'où il peut aller et ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas. Alors, le résultat qu'on ramène fin novembre au Conseil fédéral ne satisfait le Conseil fédéral qu'un parti, un large parti, mais qu'un parti. Et notamment sur les aspects liés à la libre circulation des personnes, à la protection des travailleurs, aux mesures d'accompagnement, le Conseil fédéral a considéré que le résultat des négociations n'était pas satisfaisant. Mais avant de dire non, parce qu'il aurait pu dire non, il n'est pas satisfaisant, repartez, et tenant compte de l'avis de l'Union européenne, qui avait été relativement clair à l'époque, qui avait dit ça, c'est ce qu'on peut faire jusqu'ici, on ne veut pas négocier plus loin, on considère qu'on a fait tous les efforts qu'il fallait, maintenant c'est aux Suisses de nous dire si ça c'est bon ou pas pour eux. Tenant compte de ces deux aspects, on n'est pas vraiment dans le mandat comme il fallait, l'Union ne veut pas vraiment continuer de négocier, il a décidé qu'une bonne chose serait de demander aux intéressés, d'abord aux partis politiques, aux commissions parlementaires, je ne veux pas vous refaire toute l'histoire, de se prononcer sur le texte et notamment sur ces éléments qui n'étaient pas satisfaisants pour lui. Donc il a décidé d'ouvrir cette procédure de consultation. Il a aussi décidé qu'au-delà de ces milieux intéressés, il fallait entendre tous les milieux intéressés, et c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de prises de position, beaucoup d'associations, d'organisations fêtières et ainsi de suite, et que suite à ça, il espérait, et puis on verra si ça se réalise, si ça concrétise, une meilleure appréciation de ce que finalement le pays pense de ce projet. Donc si vous voulez, si j'étais un peu comment dire, rhétorique, je dirais que c'est un bel exercice de démocratie de base. En fait, c'était surtout aussi ça, mais c'était surtout une vérification de points qu'il ne pouvait pas régler lui-même. Alors, ça, je viens de dire longuement. Cet accord est fait surtout parce que nous avons des accords bilatéraux en vigueur depuis... On en a 9 d'abord, et puis 2004-2005 ensuite,
qui nous permettent d'échanger des marchandises, d'échanger des services, d'échanger des personnes. Pas très joli ça, mais enfin d'avoir des relations humaines, d'avoir une participation de la Suisse à tout ce que fait l'Europe sur une base ordonnée. Et que ces accords doivent rester en vigueur, ils doivent être maintenus, ils doivent être développés, ils doivent continuer à être cette base légale qui fait que la relation entre des États fonctionne. Vous voyez où nous sommes. J'entends des fois, mais enfin, c'est quand même pas nécessaire de faire une telle histoire. On pourrait faire un accord avec l'Union européenne, comme on l'a fait avec le Mexique, Singapour, le Canada, un accord de libre-échange un peu développé, c'est tout ce qu'il nous faut. Ben, ça, c'est la réponse à cette question, n'est-ce pas? Vous voyez où nous sommes. Pensez, il n'est pas sur la carte, mais où est le Canada et où est la Corée du Sud. Nous avons des accords avec le Canada et avec la Corée du Sud. C'est juste un peu différent du point de vue géographique et géopolitique. Et je pense que ça va rester comme ça encore quelques centaines de millions d'années. Donc, c'est difficile de faire autrement. Les intérêts en présence sont énormes. Nous échangeons par jour ouvrable 1 milliard en marchandises avec l'Union européenne. 1 milliard et à peu près 1 milliard en services. Ça fait 2 milliards par jour d'échanges. Il y a à peu près 1 400 000 citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui résident en Suisse, qui travaillent en Suisse. L'économie suisse produit ou dépend, à raison d'1,5 million de places de travail en Suisse de l'exportation vers l'Union européenne. Nous sommes le 2e investisseur dans l'Union européenne. L'Union européenne est le premier en Suisse. Si vous prenez certaines régions limitrophes à Genève, elles sont plus importantes économiquement que des grands pays comme le Japon ou l'Inde. C'est le cas pour la Lombardie, par exemple. Le Baden-Württemberg est plus important que la Chine pour nous, en termes économiques. Le Baden-Württemberg, pas l'Allemagne. Hein. Et si vous prenez le Baden-Württemberg et la Bavière ensemble, ils sont plus importants que les États-Unis. Donc, ça, ce sont les données économiques qui doivent nous guider lorsqu'il faut définir une politique et lorsqu'il faut après conclure des accords qui règlent du point de vue juridique ces relations économiques. Mais il est aussi vrai, parce que nous sommes dépendants de l'Union européenne, que pour l'Union européenne, nous sommes un partenaire important, le 3e, 4e partenaire économique en termes absolus, et puis surtout un îlot de stabilité, de gouvernance, d'institutions qui fonctionnent au milieu du vieux continent. Nous avons construit une transversale ferroviaire alpine qui a coûté 25 milliards et qui n'est pas faite pour relier Amsteg à Biasca. Je vous assure, quand je vais au Tessin, ça me fait plaisir de gagner 20 minutes et puis de ne pas avoir le tournis en montant et en descendant de l'autre côté. Mais enfin, on n'a pas fait ça pour nous-mêmes. On l'a fait parce que l'axe ferroviaire nord-sud est essentiel. On espère maintenant que les Italiens complètent les voies qui amènent au port de Genova pour que cela fonctionne et ainsi de suite. Mais enfin, on l'a fait aussi dans l'intérêt du continent européen, sans demander un copec à l'Union européenne. Donc, ça va dans les deux sens. Mais il est vrai aussi que nous exportons presque les 2 tiers, 55%, ça dépend des années, de ce que nous produisons dans l'Union européenne. Et il est vrai aussi, ça je viens de vous dire, qu'il faut que l'économie diversifie, qu'elle cherche de nouveaux marchés. Il est vrai aussi qu'on conclut d'autres accords avec des pays importants pour nous. Mais là, vous en avez un. On vient conclure un accord de libre-échange. C'est l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, qui vient d'entrer en vigueur. Nous échangeons aussi 1 milliard en marchandises avec l'Indonésie, mais 1 milliard par an. Donc, il faut à peu près 270 Indonésies pour avoir ce qu'on a avec l'Union européenne. Et même si grâce à cet accord, ce chiffre devait doubler ou même tripler ces prochaines années, ça serait quand même encore très très loin de ce que nous avons avec l'Union européenne. Alors voilà, ça c'était toutes les raisons économiques d'avoir un suivi réglé des accords qui fonctionnent, si vous voulez, avec l'Union européenne. Maintenant, du point de vue un peu plus juridique, l'idée de l'accord institutionnel, c'est celle de créer par les mécanismes qui prévoient
une meilleure prévisibilité dans le développement des accords en vigueur, d'ouvrir les voies, donc si vous voulez aussi une meilleure sécurité juridique, une meilleure prévisibilité, d'ouvrir les voies à de nouveaux accords, et en prévoyant des mécanismes réglés juridiques de reprise du droit, de discussion de l'application sur l'application du droit, de discussion, voire même de systèmes de règlement lors de différends, évidemment de diminuer au maximum la possibilité de mesures qui, elles, sont discriminatoires si elles ne sont pas fondées sur un texte qui les encadre. Ça, c'est l'idée de base de l'accord institutionnel. Alors, le premier point, si vous voulez, c'est le droit qu'on applique. Alors, le droit qu'on applique est parfois largement, pour les accords d'accès au marché, très largement, c'est un fait, du droit de l'Union européenne. Du droit qu'on reprend de l'Union européenne, qui est élaboré par l'Union européenne, qu'on intègre dans les accords bilatéraux qu'on conclut avec l'Union européenne. On veut être juriste jusqu'au bout, on dirait que quelque part ça le transforme, ça devient le droit de l'accord, donc ça devient aussi notre droit, et qui souvent, parce qu'il est ainsi fait qu'il fixe des cadres juridiques qui doivent être transformés ou repris ou mis en œuvre sur le plan national par des dispositions législatives nationales. Donc vous avez l'accord institutionnel, on l'appelle aussi accord cadre, parce qu'il fixe un cadre, quelque part un cadre autour d'un autre cadre, qui est un accord bilatéral, comme la libre circulation des personnes, au sein duquel, deuxième cadre, il y a des dispositions, des obligations, des droits qui après sont mis en œuvre sur le plan national et qui doivent quelque part rentrer dans ces cadres pour que le système fonctionne correctement. Les États ont des marges de manœuvre, mais il faut à la fin que toutes les marges de manœuvre imaginables, on soit à peu près tous dans le même cadre, autrement le système ne peut pas fonctionner. Alors, quand ce droit se développe, il faut développer, quand le droit européen se développe, il faut développer le droit suisse en même temps, si possible en même temps, ou le plus rapidement possible. Alors évidemment, des fois, ça ne nous plaît pas trop de l'adapter le plus rapidement possible. On préférait ne pas le faire, traîner un petit peu. Mais parfois, ça nous intéresse beaucoup de l'appliquer, de l'adapter très rapidement. Alors, l'accord institutionnel prévoit ça comme premier point. Lorsque le droit se développe, déjà, on peut participer à l'élaboration du développement de ce droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans le futur, on pourrait être à la table avec tous les autres et dire, là, on n'a pas tout à fait compris, là, on n'est pas tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsque ce droit est adapté, on a un intérêt à suivre le plus rapidement possible pour ne pas créer des différences juridiques. Les différences juridiques créent des différences de possibilités d'accès au marché, et la différence de possibilités d'accéder au marché crée des trous dans le marché qui sont occupés par d'autres, et donc une perte de présence sur le marché pour les entreprises suisses ou européennes en Suisse, n'est-ce pas? Alors, on participe à l'élaboration. Le droit ainsi développé est notifié. On dit d'accord, on le reprend, on va faire. Parfois, il faudra changer des lois en Suisse. Et s'il faut changer des lois en Suisse, on aura les procédures, on aura le temps pour les procédures qu'il faut. Les procédures parlementaires, voire un vote populaire. Pour ça, on aura le temps qu'il nous faut, 2 jusqu'à 3 ans s'il y a un vote populaire, pour reprendre ce droit. Or, dans cet accord, et ça il faut aussi le dire, on s'oblige en principe à reprendre le droit, le développement du droit qui est pertinent pour le fonctionnement de l'accord. On le dit d'emblée. On dit lorsqu'on va développer des normes juridiques qu'on a décidé d'intégrer, on va le faire avec. Et si on ne le fait pas, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas, parce que le peuple il dit non, ça on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas le faire, mais alors il faut s'attendre à des mesures de rééquilibrage de l'Union européenne. Si vous voulez, on est là, le droit il évolue, nous on a le temps de revenir au même niveau, mais si on ne peut pas revenir au même niveau, l'Union européenne aura le droit de venir au nôtre. Ça s'appelle des mesures de compensation, qui doivent être proportionnées au manquement qui est dû au fait qu'on ne suit pas le développement. Et dont la proportionnalité, et je sais que ça devient de plus en plus compliqué, dont la proportionnalité sera évaluée non pas par l'Union européenne qui prend ces mesures, mais par une cour arbitrale indépendante, et qui dira à l'Union européenne, oui, tu peux prendre des mesures de compensation, mais pas celle-là. Tu exagères, tu dois baisser.
Pourquoi? Parce que ces mesures de compensation n'ont pas un caractère foncièrement punitif. Elles ont le but de combler à terme cette différence, peut-être de nous permettre de réexaminer la chose, de modifier la base légale, de revoter, d'expliquer mieux. Peut-être pas, et alors évidemment, elles deviennent des mesures qui compensent le fait qu'on n'est pas capable ou on ne veut pas suivre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est important, c'est que cet accord ne porte que sur ce que vous voyez là, sur ces 5 accords qui sont des accords d'accès au marché au sens propre du terme. Ce sont des accords précisément dans lesquels on a repris du droit de l'Union et on l'a transformé en droit des accords. Ce sont des accords, si vous voulez, d'intégration juridique, d'harmonisation juridique. Je sais qu'il y a des professeurs de droit européen qui sont peut-être en train de se dresser des cheveux sur la nuque, mais enfin, juste que vous compreniez, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont l'accord sur la libre circulation des personnes, l'accord sur le trafic aérien, l'accord sur le trafic routier, l'accord sur l'agriculture et un accord qui est très important, qui est un accord sur la conformité des certifications des produits industriels, qui est un accord qui dit que lorsqu'une entreprise suisse développe un nouveau produit et que ce produit est certifié conforme aux règles, à la loi en Suisse, ce produit peut être mis sur le marché et vendu dans toute l'Union européenne, évidemment, et vice-versa. Sans cet accord-là, il faut une double certification en Suisse et dans un pays de l'Union européenne pour que le produit soit sur les 2 marchés. Ça coûte de l'argent, ça oblige à avoir des représentants dans certains pays. Ce n'est pas très bon lorsqu'on veut être compétitif sur un marché. Donc, ces 5 accords sont des accords dans lesquels on a harmonisé du droit et sont des accords pour lesquels les mécanismes de l'accord institutionnel s'appliquent, notamment le premier mécanisme que je viens d'expliquer, qui est celui du développement dynamique du droit. Par ailleurs, le mot « dynamique » n'apparaît nulle part dans l'accord. C'était une trouvaille peut-être pas très intelligente après coup pour essayer de démontrer ce qu'on a voulu faire. On a voulu rendre le système le plus rapide et le plus fluide possible. Souvent, c'est confondu avec automatique, ce qui, évidemment, du point de vue de la souveraineté et de l'amour propre, tout à fait autre chose. Il n'y a rien d'automatique dans cet accord. Mais la dynamisation, la rapidité du suivi de l'évolution est quelque chose que nous avons voulu. Alors, ces 5 accords, plus les accords futurs dans lesquels on va harmoniser le droit. Et pour l'instant, il y en a un seul qu'on est véritablement en train de discuter, d'ailleurs, depuis une dizaine d'années. C'est un accord sur la participation de la Suisse au marché de l'électricité. Alors, à parler du développement du droit, évidemment, le droit ainsi intégré est interprété. Il est interprété part et d'autre de la frontière par les autorités administratives, par les tribunaux. Le principe, qui est le principe fixé dans l'accord institutionnel, c'est un principe d'homogénéité d'interprétation. On va faire en sorte que les autorités qui doivent appliquer le même droit dans des endroits différents fassent la même chose, en tenant compte notamment, et ça c'est un repère important, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'il s'agit de droit européen qu'on a repris dans ces accords, aussi futur, puisque le système il est dynamique et que le droit futur sera aussi intégré. Il sera interprété et appliqué par les autorités de chaque partie. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'organe supranational, donc la surveillance sur l'application. C'est notamment très important en matière d'aide d'État. Et quelque chose qui n'est pas supranational, c'est une autorité suisse qui va faire ça, c'est l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui le fait dans l'Union européenne. Et si malgré tout ça, malgré toutes ces cotelles, d'échanges, de discussions, de consultations, de prise en compte des jurisprudences existantes, une partie a quand même la pression, plus que la pression, la certitude que l'autre partie n'est pas en train de faire les choses correctement. L'accord prévoit un système de règlement de différends, c'est un arbitrage. Si la question ne peut pas être réglée au sein d'un comité mixte, qui est un organe politique, chaque partie peut demander à une cour arbitrale de la régler, qui règle, elle, le différend, le règle de manière définitive. Il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de deuxième instance. Et ça, c'est la particularité due au fait qu'on a intégré du droit européen dans ces 5 accords qui sont soumis à l'accord institutionnel. Lorsque, pour régler le cas, le tribunal arbitral a besoin qu'une norme de droit européen soit correctement interprétée et qu'il n'est lui-même pas capable, pas en mesure de l'interpréter correctement,
le tribunal arbitral saisira la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle dise comment la norme de droit européen qu'on a intégrée dans l'accord doit être interprétée. Or, cet acte, cette interprétation est contraignante pour les arbitres. Les juristes dans la salle vont comprendre que l'interprétation de la norme n'est pas égale à la détermination sur le cas. Souvent, ça va être la même chose. Souvent, je veux dire, la question juridique qui se pose, une fois qu'elle est tranchée, elle tranche aussi le différend. Mais ça ne doit pas être ça. Et en tout cas, l'organe qui règle le différend entre la Suisse et l'Union européenne, c'est le tribunal arbitral et ce n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsqu'il fait ça, le tribunal arbitral, il lit la partie qui doit mettre en œuvre cette décision. Mais la particularité de cet accord, c'est qu'on a même fait un pas plus loin. On a dit que dans des cas extrêmes, on pourrait même ne pas faire ça. La Suisse, si c'est la Suisse qui est condamnée, pourrait dire merci, on prend bonne note, on ne dispute pas du fait que le tribunal arbitral ait raison, mais on ne va quand même pas faire ça. C'est une question d'ordre public, de questions essentielles pour nous, on ne va pas le faire. Et alors vous avez une procédure qui est comme la procédure de la non-reprise du développement du droit, avec un arbitrage, avec des mesures de compensation qui doivent être proportionnées, ainsi de suite. Donc on a établi un mécanisme très compliqué dans cet accord pour nous permettre de participer le plus possible, mais pour nous sortir de la participation en payant un prix, si cette participation ne nous convient pas. Et on a même un système qui nous porte, c'est voulu, à respecter le droit comme tous les autres, les Français, les Allemands, les Italiens, ainsi de suite, mais qui nous permet même de faire valoir une dérogation à ce respect en payant un certain prix, ce qui est, je pense, assez unique dans un accord international. Alors, les 5 accords précédents contiennent eux-mêmes des spécificités. Là, je vais faire court. On a réussi à sortir ces spécificités de cet accord institutionnel. Donc, par exemple, on dit clairement dans l'accord que la limite de 40 tonnes, l'interdiction de 40 tonnes en Suisse, demeure quoi qu'il arrive. Elle n'est pas soumise au développement dynamique. Il ne peut pas y avoir de contestation là-dessus. L'accord dit clairement qu'il est interdit de transporter des animaux vivants à travers la Suisse et que ça va rester comme ça. Et il dit, par exemple, aussi que certaines rentes des systèmes de sécurité sociale suisses ne sont pas exportables alors qu'elles le sont dans le contexte de l'Union européenne. Donc on a réussi à obtenir des exceptions. On a fixé des principes sur les aides d'État qu'on ne voulait pas trop. Il faut être sincère aussi. On aurait préféré tout simplement une phrase qui dise chaque parti respecte les principes fondamentaux de l'économie libérale et de la concurrence et elle veille chaque parti à ce que cela se passe correctement. Alors la confiance du côté de l'Union européenne n'allait pas jusque-là. Ce qu'on a finalement accepté de faire, c'est d'avoir des dispositions dans l'accord qui sont des dispositions importantes pour l'homogénéité du marché. Vous savez, l'idée des aides d'État, c'est de vérifier qu'une entreprise qui est dans le marché avec d'autres entreprises ne reçoit pas d'un organe de l'État une aide indue qui lui permet d'être sur ce même marché de manière plus concurrentielle. C'est ça que ça dit, ces principes sur les aides d'État. Mais on a réussi à les limiter au trafic aérien. Là, c'est important. Et on a réussi à faire en sorte qu'ils ne soient pas applicables aux 5 accords qui sont, aux 4 autres accords qui sont couverts par l'accord institutionnel. Donc, pour l'instant, on limite ça au trafic aérien. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que quelque part, on s'oblige politiquement, cette fois-ci, pas juridiquement, à tenir compte de ces principes lors de futures modernisations d'accords de commerce, comme l'accord de libre-échange, comme l'accord sur les marchés publics, qui ne sont pas aujourd'hui dans le champ matériel d'application de l'accord institutionnel. Et on s'oblige, cette fois-ci juridiquement, à reprendre ces principes et à les préciser dans les futurs accords d'accès au marché, comme l'accord sur l'électricité dont je vous parlais avant. Pour ce qui est de la surveillance de ce système, il faut quand même une autorité qui surveille, et puisqu'on peut se surveiller nous-mêmes, mais qu'on n'a pas vraiment d'autorité de surveillance, par exemple dans le secteur de l'électricité, l'accord oblige, c'est un cadre aussi, les 2 parties à avoir une autorité de surveillance digne de ce nom, qui puisse dire
qui doivent être notifiées, qui puissent dire si une aide est une aide d'État problématique ou pas avant que celle-ci soit octroyée, et qui puissent intervenir auprès de l'autorité qui a octroyé une aide et lui demander de la recouvrer, de la reprendre si celle-ci a été octroyée de manière illégale. En revanche, ce qu'on n'a pas tout à fait obtenu, et c'est la raison pour laquelle il y a ces discussions et ces négociations, ce sont des exceptions du même type que les exceptions formelles en matière de libre circulation des personnes. Notre mandat prévoyait de soustraire le système des mesures d'accompagnement, donc si vous voulez le droit des détachés, de l'accord institutionnel. Il prévoyait aussi de soustraire de l'accord institutionnel la reprise, ou d'éviter la reprise qui est inhérente au fonctionnement de l'accord institutionnel, d'une directive sur le libre mouvement des citoyens. J'y reviens brièvement après. Et il prévoyait aussi, notre mandat, d'obtenir des exceptions en matière de sécurité sociale et notamment en matière d'indemnité de chômage pour les frontaliers. Là, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à défendre pleinement ces positions. On les a maintenues jusqu'à la fin. Mais on n'a pas réussi à remplir le mandat du Conseil fédéral. Alors, ce qui s'est passé, ce sont les trois choses suivantes. Pour ce qui est des mesures d'accompagnement, alors vous devez savoir que les mesures d'accompagnement sont en vigueur depuis 2003-2004, sont entrées en vigueur en même temps que l'accord sur la libre circulation des personnes, sont quelque part, si vous voulez, un pendant à la libre circulation des personnes du point de vue suisse. On dit que la libre circulation des personnes peut poser problème, et notamment, et tout particulièrement pour les travailleurs détachés. Ce sont des travailleurs qui ne résident pas en Suisse, ce ne sont pas des frontaliers non plus, ce ne sont pas des travailleurs résidents ni des frontaliers, ce sont des personnes détachées par des entreprises ou alors engagées par des entreprises suisses, mais qui viennent d'ailleurs et qui ne viennent en Suisse que pendant quelques jours. Ils ne peuvent venir en Suisse que pour un total de 90 jours par année. Ça, c'est une différence importante de l'accord sur la libre circulation des personnes par rapport au système européen. Alors, de ce fait, ils viennent pour très peu de temps, en même temps, 2, 3, 4, 5 jours. Et il est donc essentiel, puisqu'ils restent rattachés à leur pays de résidence lorsqu'ils viennent prêter un service en Suisse, qu'on surveille les conditions salariales, les conditions sociales. Vous voyez la Suisse vous-même, où elle est, vous voyez le canton de Genève, où il est, le Tessin, et ainsi de suite. On n'a que des frontières. C'est très facile de faire de la pression sur les salaires, de faire de dumping social ou salarial si on n'est pas contrôlé. On peut se contenter de salaires beaucoup plus bas à 50 km d'ici, vers l'ouest, les salaires qu'il faut avoir pour vivre en Suisse. Ça, c'était l'idée de base. Alors, cette idée est une idée que l'Union européenne en soi ne conteste pas. Ce que l'Union européenne, il faut bien le savoir, conteste depuis une bonne dizaine d'années, c'est la manière dont la Suisse procède techniquement pour s'assurer que ce principe, qui par ailleurs n'est pas mis en discussion, est respecté. Alors, l'Union européenne n'était donc pas disposée à accepter notre système tel quel, puisque ça fait une dizaine d'années qu'elle le conteste dans ses modalités. Ce qu'elle a fait, elle a proposé les choses suivantes. Elle a proposé que si la Suisse était prête à reprendre le système du détachement, le système juridique du détachement européen, c'est une nouvelle directive sur le détachement qui a été approuvée en 2018, c'est une directive de mise en œuvre. Les deux ensemble, pas très éloignés du système suisse de protection et de contrôle sur les détachés. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut quand même l'admettre. Si on est prêt à reprendre ce système, elle serait prête à nous garantir que les différences évidentes qu'on a dans notre système par rapport au sien soient maintenues, mais de manière limitée. Et alors, vous les avez sur l'écran, ça serait de dire, au lieu de 8 jours de délai d'annonce auxquels sont soumises aujourd'hui les entreprises qui envoient des détachés en Suisse, 4 jours ouvrables, au lieu d'un système généralisé de caution pour assurer les émolutions des entités qui surveillent le marché, un système de cautionnement seulement pour les récidivistes, pour ceux qui n'ont pas payé sans caution, et un système de contrôle des soi-disant faux indépendants, que les indépendants sont soumis à notre régime, et donc c'est très facile de se déclarer en tant qu'indépendant, et si vous n'avez pas de contrôle, vous n'êtes pas indépendant, mais vous échappez au contrôle. Ça, l'Union européenne l'offre,
si on reprend tout le système, avec encore comment dire, un bémol, si vous voulez, qui est lié au principe plus général, qui est un principe de l'accord sur la libre circulation des personnes, qui est un principe de proportionnalité, en disant, pour autant que vous faites ça dans les branches à risque. Alors, vous définissez les branches à risque, vous le faites de manière objective, correcte, tout va bien, mais pas de manière transversale, horizontale, comme partout. Les autres mesures que nous avons en Suisse ne sont pas évoquées dans cette offre de l'Union européenne. C'est le Conseil fédéral qui le dit, encore une fois, ce n'est pas moi. L'analyse que fait le Conseil fédéral, c'est que même si elles ne sont pas évoquées explicitement, globalement, le niveau de protection actuel, de par notre loi, serait garanti par ces nouveaux textes législatifs de l'Union européenne, notamment la nouvelle directive sur le détachement. Alors, sur ce point, les discussions sont très dures, très difficiles. Vous l'avez entendu, les syndicats et en partie aussi les représentants des petites entreprises, des artisans, l'USAM, sont très sceptiques, voire très opposés à ce système, considèrent que la perte de protection est trop forte et surtout considèrent que si on accepte de s'insérer dans ce système, on sera soumis à une dynamisation qu'on ne contrôle pas. Alors, je vous ai expliqué avant comment la dynamisation fonctionne. Quelque part, on la contrôle, mais il est vrai que si on ne veut pas faire avec, et il est vrai aussi que si l'Union européenne devait tout d'un coup changer de cap, aujourd'hui, le cap est le bon. Aujourd'hui, les directives communautaires prévoient que à travail égal, salaire égal, un lieu égal, mais il pourrait un jour ou l'autre changer de cap, on serait obligé de suivre. On ne serait pas obligé de suivre, rien ne nous oblige dans cet accord, mais il pourrait y avoir des mesures de compensation. Pour ces raisons-là, on n'a pas vraiment de consensus sur cette question. Il faudra attendre la fin des consultations, des débats dans les commissions parlementaires, et puis on verra. La dernière chose que je veux citer, c'est cette directive sur aux droits des citoyens, relative aux droits des citoyens. En réalité, elle ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Directive relative au libre mouvement des citoyens. Le titre correct indique bien ce qu'elle est et en même temps indique la difficulté. Il y a des choses dans ce texte juridique qui sont pour nous étrangères à la libre circulation des personnes, comme on l'a défini dans l'accord bilatéral, qui est un accord qui porte essentiellement sur la libre circulation des personnes qui travaillent ou des indépendants, ou de ceux qui ont les moyens, les rentiers si vous voulez, qui ont les moyens de vivre sans travailler. Et donc la position de la Suisse a toujours été de dire que cette directive n'est finalement pas pertinente pour l'accord sur la libre circulation des personnes, alors que pour l'Union européenne, c'est un développement globalement de la libre circulation des personnes. Il n'a pas été possible dans ces négociations de les convaincre de la sortir du système. Ils voulaient plutôt l'insérer dans le système et il n'a pas été possible non plus vraiment, a priori, dans les négociations, d'essayer de tracer une ligne entre ce qui est libre circulation du travail, si vous voulez, et libre circulation tout court du fait de la citoyenneté. Donc, ce qui se passerait si on ne fait rien, on n'a rien fait, elle n'est pas évoquée dans l'accord, c'est que le système de l'accord s'appliquerait. Développement du droit, discussion au comité mixte, éventuellement arbitrage qui doit trancher d'abord sur la question de savoir si c'est oui ou non une partie de l'accord sur la libre circulation des personnes, et si oui, peut-être aussi saisine de la Cour pour interpréter certains concepts, comme le concept de libre circulation du travailleur ou du travail. Là aussi, les discussions ne sont pas faciles dans ces consultations. Il faudra voir si, on arrive à peu près à avoir un consensus sur ce qu'on peut faire chez nous, ou voir si on arrive a posteriori à convaincre l'Union européenne sur ce qu'on peut faire ensuite. Alors, ça, c'est un détail qui est un détail de taille pour ce qui est des conséquences financières. Il y a un règlement qui est, lui, dans l'accord sur la libre circulation des personnes, qui prévoit que c'est l'État de résidence qui paie des indemnités de chômage aux frontaliers qui perdent son travail dans l'État de travail. La Suisse ristourne à peu près le quart, le tiers de ces indemnités. Le système, s'il change, prévoit que c'est l'État où on travaille qui paie les indemnités de chômage. Évidemment, pour un pays comme la Suisse, qui a à peu près 320 000 frontaliers,
dont 6-7% au chômage, j'exagère peut-être un peu, 5%. Vous voyez la différence que ça fait. Ça peut faire des centaines de millions de différences. En même temps, ce règlement est dans l'accord. On a toujours repris ces développements. Je pense que qu'il y ait ou pas d'accord institutionnel, la discussion se posera. Si le système change, parce que l'Union européenne ne l'a pas encore changé, ils ne sont pas encore d'accord entre eux, le système se posera s'il le reprendre ou pas, indépendamment de l'accord institutionnel. Et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup de rentes du système de sécurité sociale qui sont exportables dans tous les pays de l'Union européenne ne le sont pas pour nous. Donc là, on gagne aussi quelques centaines de millions. Je pense qu'ici, au-delà de la question de fonds, dynamisation, etc., il y a la question financière. Elle est importante, probablement, et c'est un peu ce que j'entends aussi un peu partout, probablement pas centrale. Toute dernière spécificité, ça fâche pas mal de monde, mais en fait, cette disposition est quelque part logique, même si elle est désagréable. C'est une clause de dénonciation de cet accord qui prévoit que si l'accord institutionnel est dénoncé, les accords futurs qui auraient été conclus seulement parce qu'il y a l'accord institutionnel et qu'autrement ils ne peuvent pas être conclus, lors de la dénonciation tombent avec l'accord institutionnel, l'accord sur l'électricité par exemple, et que les accords existants, les 5 dont on a parlé avant, pourraient tomber aussi si les parties ne se mettent pas d'accord sur comment les faire fonctionner malgré le fait qu'il n'y a plus de nouvelles mécaniques d'accord institutionnel. Alors cette deuxième partie est désagréable parce que l'accord institutionnel, quelque part, en changeant un petit peu le fonctionnement, change aussi foncièrement la conception qu'on aurait de ces accords bilatéraux qui deviennent, quelque part, une partie intégrante de l'accord institutionnel. Et la dénonciation de l'accord institutionnel aurait des conséquences graves sur ces 5 accords. Or, elle est désagréable, j'en conviens. En même temps, elle est assez logique. Vous pouvez difficilement mettre des pneus neige sur une voiture qui roule de ce fait très bien sur la neige et puis décider d'enlever les pneus neige et de mettre des slicks de Formule 1 et puis imaginer que la voiture continue de rouler de la même manière. C'est ça la logique, si vous voulez, derrière cette disposition. Alors, encore une fois, et je vais conclure, ça c'est l'avis du Conseil fédéral, tel qu'exprimé à plusieurs reprises, publiquement et par écrit. L'idée, c'est précisément d'avoir le plus de retours possible, structuré le plus clairement possible pour que le Conseil fédéral, vraisemblablement d'abord courant avril et puis après la fin des discussions, il y a une dernière séance de commission parlementaire, je pense le 17 avril, après ça, et puis avant l'été, puisse se déterminer sur la suite à donner. Le but des consultations, j'en ai parlé, c'est notamment d'avoir l'avis des milieux intéressés sur les questions qui ne sont pas encore claires, les questions ouvertes de la libre circulation des personnes, mais puis évidemment, tout le monde se prononce sur tous les aspects de l'accord, et aussi sur les aspects qui, pour le Conseil fédéral, ne posent en principe pas de problème et qui sont conformes au mandat. Et puis après, il faudra décider. Et ça, c'est ce que disent les conseillers fédéraux aussi. Hein. On ne l'a pas inventé nous-mêmes. Il y a des points d'interrogation partout. Quand j'ai vu le slide la première fois, mon œil a, je sais pas, doublé. Je pensais ne pas avoir vu des points d'interrogation à certaines phrases, mais non, il y a partout. Donc, on peut soit le signer, cet accord, soit le rejeter. On va dire l'Union européenne, très bien, on va le signer, puis on décide quand et où et comment, ou alors on dit merci beaucoup, ça ne peut pas aller. On peut essayer de clarifier, de préciser, on peut le faire avec eux s'ils le veulent bien, on peut essayer de préciser nous-mêmes certaines choses pour que ça soit clair d'emblée ce qu'on pourra faire ou pas. Alors dans ce deuxième cas, il vaudrait mieux que ça soit conforme à ce qu'on a décidé avec l'Union européenne. Ou alors, on peut dire, bon, en soi, il est pas mal, il y a encore des choses compliquées, difficiles, on n'est pas prêt, on pourrait essayer de renvoyer la décision, de suspendre, de reporter, et ainsi de suite. Je n'ai pas une boule de cristal. Je ne peux pas vous dire ce que le gouvernement va décider.
je pense que le gouvernement aura suffisamment d'éléments pour pouvoir se déterminer. S'il devait décider de ne pas conclure cet accord institutionnel, ou si l'Union européenne devait interpréter un « oui, mais il nous faut encore plus de temps » comme un refus de conclure l'accord institutionnel, encore une fois, rappelez-vous de ce qu'on a dit c'était il y a longtemps, sur les faits, sur ce qu'on veut, sur ce que veut l'autre, etc. Il faut être deux pour se mettre d'accord sur quelque chose. Ce qui va se passer est vraisemblablement la chose suivante. Ce qui est en dessous de la ligne, ce sont les accords qu'on est en train de négocier. Ils ne vont pas être conclus. Toutes ces négociations, par ailleurs, presque toutes, sauf celles sur le système Galileo, sont suspendues. Là-dedans, vous avez des accords qui n'existent pas, mais vous avez aussi un accord qui existe aujourd'hui, qui est l'accord sur la participation de la Suisse au monde de la recherche européenne. Ça s'appelle Horizon 2020 aujourd'hui, ça s'appelle Horizon Europe, c'est le prochain programme cadre. Il y a des discussions techniques qui sont en cours. Nous doutons fortement qu'un refus de l'accord institutionnel permettra de poursuivre les discussions techniques et puis de les transformer en négociations et conclusion de l'accord. Vous avez un autre élément qui est l'élément de l'équivalence boursière. Vous savez qu'en 2017, l'équivalence boursière avait été donnée pour une année, 2018, et puis qu'elle a été reconduite pour 6 mois jusqu'à fin janvier. Je serais très étonné que si l'Union européenne devait prolonger cette équivalence boursière, et elle doit le faire activement. Ça ne se passe pas automatiquement, il faut une décision active de l'Union européenne. Si nous communiquons avant fin juin que nous ne voulons pas l'accord institutionnel, ou si nous ne sommes pas en mesure de communiquer que nous le voulons. Donc, tout ça n'aura vraisemblablement pas lieu. Ce qui est encore un peu plus préoccupant, c'est ce qu'avait dit le commissaire Hahn au mois de décembre l'année passée et qui concerne les accords existants. Ce sont les accords qui seraient couverts par l'accord institutionnel. Et M. Hahn avait dit qu'il faudra voir dans quelle mesure une mise à jour de ces accords n'est pas finalement un nouvel accord qu'on ne voudra pas faire s'il n'y a pas de nouvelle mécanique, un nouvel accord institutionnel. Alors, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille. La Suisse ne va pas disparaître le 30 juin si le Conseil fédéral considère que l'accord institutionnel n'est pas bon, ni l'Union européenne, ni tout ça ne va disparaître. Ce qui est certain, c'est que notre vie ne sera pas plus simple. Je parle de la vie de ceux qui sont envoyés à Bruxelles à essayer de faire des choses, et peut-être à terme la vôtre non plus. Et il faudra trouver d'autres voies, une parade. En même temps, on a un texte qui est aussi une chance. Peut-être que s'il n'est pas parfait, on arrive par-ci par-là à l'améliorer au point qu'il devienne acceptable. C'est un peu le sens aussi de cette discussion, savoir quelle piste on peut suivre. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas d'options, on a des options. La seule option que nous devons, je pense, oublier, c'est celle de penser qu'on peut garder le statu quo, qu'on peut garder la situation telle qu'on l'a aujourd'hui. Celle-là, on ne l'aura plus jamais. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le conseiller fédéral Parmelin qui termine ses interventions, ses présentations de l'accord avec ces mêmes mots. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur le secrétaire d'État, merci infiniment pour vos propos extrêmement clairs sur un accord que vous connaissez mieux que quiconque, pour l'avoir négocié très ardemment. J'invite maintenant les étudiants de l'Université de Genève à vous rejoindre pour une discussion qui sera animée par Madame Romaine-Jean. Madame Romaine-Jean a plein de qualités, comme vous le savez. Elle en a deux, celle d'être alumni de notre Université de Genève et celle d'être présidente de l'Association des alumni. Merci infiniment. Je vous invite, Madame Hammer, Monsieur Moguet et Monsieur... Troisième personne, je n'ai pas oublié son nom, de rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Et ensuite, la parole vous sera donnée pour des questions. Oui, c'est un peu comme ça. Est-ce que ça marche? Alors, bonsoir à tous. Merci au secrétaire d'État, Roberto Balzaretti, d'avoir été là. Merci. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Le nombre public montre bien que ce débat sur l'accord cadre intéresse beaucoup les Suisses, beaucoup les étudiants aussi.
les partis qui pour l'instant ont dit pour la plupart oui mais, qui ont beaucoup de questions de précision à vous demander sur la Cour de justice européenne, les directives d'aide publique, la directive sur la citoyenneté. C'est un peu comme ça en Suisse, hein. On décortique tous les accords et puis les étudiants, à peu près ces mêmes interrogations. Alors je vais leur passer la parole et puis plus tard, comme le public est très nombreux, on va lui permettre aussi de poser quelques questions. Je vais commencer par Théo Moguet. Théo est étudiant en bachelor en relations internationales. Il fait partie de l'AESPRI, c'est l'association des étudiants en sciences politiques et relations internationales. Alors à vous Théo. Bonsoir monsieur, déjà merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors je préviens déjà, ma question sera peut-être un peu considérée comme trop people par certains, mais je vais la poser quand même. Concernant l'accord cadre, le Conseil fédéral s'est montré assez discret. Il y a certaines voix dissidentes au sein du monde académique, même ici à l'Université de Genève. On nous fait peur un peu de tous les côtés. Vous étiez en première ligne lors des négociations avec l'Union européenne. Cet accord, c'est en partie le vôtre. Là, on vous envoie le défendre un peu tout seul sur le front. On vous attaque, je pense notamment à la Velvoré. Dans quel état d'esprit êtes-vous, monsieur Balzaretti? Ce soir, je suis à l'aise. Merci. Non, écoutez, le travail d'un technocrate, si vous voulez, je le dis de manière tout à fait neutre, est celui-là, c'est de suivre des instructions, c'est de revenir avec des rapports intermédiaires, c'est d'expliquer aux politiques ce qui se passe, c'est de voir s'ils veulent maintenir les instructions, si on les change, puis d'aller jusqu'au bout, et puis à un certain moment de dire à la politique, voilà ce que j'ai pu faire. Et c'est à la politique ensuite de décider si ce qu'on a pu faire, tenant compte, j'ai essayé de l'expliquer avant, de nos intérêts, mais aussi des intérêts de l'autre, est suffisamment bon ou pas. Ce n'est pas une question personnelle. Il faut mettre de l'enthousiasme, du travail, jamais seul. On a une grande équipe qui travaille sur chaque dossier important, et au DFAE, et de manière interdépartementale. Ce projet a été porté par tous les départements de la Confédération, sauf peut-être le département militaire qui n'était pas vraiment touché, mais tous les autres étaient impliqués. Les cantons étaient dans la délégation qui a négocié tout ça. Donc on vient avec le possible. Et parfois, il faut aussi admettre que le possible n'est pas aussi bon que l'idéal. Alors l'état d'esprit, il est apaisé pour autant qu'on ait essayé de faire le maximum du travail qu'il fallait faire. Ensuite, il s'agit, mais ça c'est un peu l'hybride de cette consultation, de parler aux gens, d'expliquer, d'informer. Je fais chaque fois ça. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est normal. C'est bien. Comment dire? C'est le fondement même de la démocratie directe en Suisse, c'est que les gens puissent s'exprimer. Alors, ils s'expriment dans les salles, comme ici, j'espère, ce soir. Et puis après, ils s'expriment dans les journaux, ils s'expriment ailleurs. Il faut accepter ces critiques lorsqu'elles viennent. Et puis pas aller commencer à dire elles sont fondées, elles ne sont pas fondées. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est pas grave. Ça ne m'affecte pas personnellement dans la mesure où je fais le travail qu'on me demande de faire. Le Tagesanzeiger vous a surnommé Der einsame Rufer in der Wüste, le crieur solitaire dans le désert. C'est faux alors, complètement. Jean-Baptiste, bon ça il faudrait une barbe un peu plus longue. Non mais alors je pense que c'est faux parce que vraiment, et je ne raconte pas d'histoire, tout ce que je vous dis là, ce soir, a été approuvé par le Conseil fédéral. Donc, si vous voulez, je suis le haut-parleur du gouvernement. Je ne suis pas seul, j'ai le gouvernement derrière qui pense exactement tout ça. Très bien. Du reste, avant d'être le haut-parleur du gouvernement, comme vous dites, vous avez été ambassadeur, chef de mission à Bruxelles. Vous baignez dans les questions européennes depuis longtemps. Aujourd'hui, des partis anciennement europhiles, comme le Parti socialiste, sont en partie contre vous. On se dirige vers une forte progression des partis eurosceptiques, notamment, je pense, aux prochaines élections européennes. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et plus particulièrement en Suisse, comment rassurer, par exemple, le Parti socialiste? Moi, je ne pense pas que le Parti socialiste soit contre moi. Vraiment, je ne pense pas ça. Le Parti socialiste défend, et j'ajouterais de manière tout à fait compréhensible, et j'ajouterais à juste titre, défend les travailleurs, principalement, mais pas seulement, quoi. Les questions liées à la libre circulation des personnes, à la protection des travailleurs détachés, une protection des travailleurs détachés qui a des effets importants sur le monde du travail dans un sens plus large est nécessaire. Le Conseil fédéral l'admet lui-même, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas conclu cet accord.
Parce que si le Conseil fédéral avait considéré que la proposition de l'Union européenne est tout à fait acceptable, l'accord aurait été conclu, alors qu'il ne l'a pas. Donc là-dessus, il ne peut pas y avoir de différence. Maintenant, on a un texte sur la table, et la question n'est pas on veut tout à fait autre chose. C'est ça, elle est licite, hein, mais elle n'est plus d'actualité. La question, c'est est-ce que ce texte-là est suffisant? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Est-ce qu'il faut des mesures de mise en œuvre sur le plan national, etc., pour qu'il devienne acceptable si on tient en compte la nécessité de protéger les travailleurs? Ça, c'est la question. Le Parti socialiste, on les a consultés, les partis politiques, ils étaient là, puis ils s'expriment, ils ont posé des questions, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils soient foncièrement opposés ni à l'accord constitutionnel, ni à une discussion. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est, et il faut le constater, c'est qu'ils trouvent que ce texte tel qu'il est n'est pas suffisant. D'accord. Mais ça, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit contre moi. Oui, bien sûr, mais il faut quand même répondre à la question. La question précise, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, de négociation encore sur ce point précis avec l'Union européenne? Alors déjà, je vous ai dit d'emblée que vous veniez avec vos questions et puis moi avec mes réponses. Alors, je ne vais pas changer maintenant. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire parce que ça dépend de ce que nous voulons d'abord et puis ça dépendra de ce qu'on arrivera à faire avec les autres. Aujourd'hui, je ne sais pas. La politique est l'art du possible. Je vais vous passer la parole à quelqu'un du Forhaus, à Cyrine Hammer. Je précise juste, si on pose beaucoup de questions sur votre état d'esprit aujourd'hui, Monsieur Balzaretti, c'est que il y a une anecdote. Jeune stagiaire diplomate, à 27 ans, vous avez accompagné l'ambassadeur de Tcherner, c'était le 20 mai 1992, pour déposer à Bruxelles la demande d'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Vous vous en souvenez? Merci, mais je ne vois pas bien ce que ça aurait à faire ça avec mon état d'âme. Non, déjà, je pense que c'était le 25 mai, et puis c'était un mardi après-midi à 4 heures. Puis c'était 3 demandes, et puis ce n'était pas des demandes, c'était une demande d'ouverture éventuelle de négociations en vue d'eux, parce que déjà à l'époque on était très prudents. C'était déjà compliqué à l'époque. Et puis je n'ai rien fait d'autre que d'amener cette mallette à côté de l'ambassadeur, avec plaisir, mais j'avais que la mallette, donc je n'ai pas eu de rôle politique du tout. Cyrine Hammer du Forhaus, Forum de politique étrangère, vous êtes étudiante en bachelor en relations internationales. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, tout d'abord. Alors, en tant que membre du Forhaus, j'aurais voulu vous poser une question par rapport à un des thèmes qui crise beaucoup les Européens, qui est bien sûr les mesures d'accompagnement. Forhaus, dans son paper, fait part de 10 propositions, notamment une qui concerne pour lutter contre le dumping salarial, tout simplement. Et précisément, on propose de reprendre le modèle genevois, qui va passer par des nouveaux instruments qui seront plus agiles et beaucoup plus rapides. Est-ce que vous connaissez cette proposition et surtout, qu'en pensez-vous ? Alors, merci. Je ne vais pas vous mentir. J'ai vu votre papier, je l'ai lu. Le papier, il est à l'étude des instances qui comprennent tout ça beaucoup mieux que moi. Moi, je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse technique. Je pense que c'est une des réponses qu'on peut essayer de donner à la question qu'on a posée avant. Est-ce que ce texte est suffisamment flexible pour qu'on fasse nous-mêmes des choses qui nous permettent de le considérer finalement comme acceptable ou pas, quoi. Donc je pense que c'est une contribution importante pour le débat. Maintenant, sur les aspects plus techniques, franchement, je ne peux pas m'exprimer. Je ne connais pas assez cette matière. Merci beaucoup. Alors, si vous me le permettez, j'aurais une autre question par rapport à l'accord institutionnel qui, en ce moment, comme vous l'avez dit, dans sa phase de consultation interne, comme voulu par le Conseil fédéral. Et est-ce que, selon vous, cet accord, maintenant, il a des chances d'être paraphé en l'état ou nécessite-t-il des ajustements politiques ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre l'expression des ajustements politiques. Vous pouvez préciser ça? Est-ce qu'il faudra encore le renégocier? C'est un peu ce que vous voulez dire. À l'interne. Ah. Mais encore une fois, ça c'est le résultat de ces consultations qui nous le dira. La difficulté, néanmoins, et ça il faut être conscient, d'une renégociation, c'est d'avoir l'accord de ceux qui sont en face de le faire. Et ils ont quand même déclaré de manière officielle, au plus haut niveau, qu'une négociation, une renégociation n'entre pas en ligne de compte. Ils ne sont pas exclus des précisions, des discussions, des clarifications. La différence étant que vous clarifiez quelque chose sur lequel vous êtes d'accord et puis vous le précisez, vous le dites de manière un peu plus acceptable. Renégocier veut dire rouvrir un texte et ça, il faut vraiment être deux, quoi. Mais je dirais qu'avant de répondre à cette question,
il faut que le Conseil fédéral détermine les points matériels essentiels qui ne sont pas satisfaisants, et puis qu'on prenne langue avec l'Union européenne pour voir dans quelle mesure on peut faire quoi avec quel instrument. Et puis après, les instruments suivent, hein, la forme va suivre la fonction qu'on veut lui donner. Je dirais que ça c'est la chose la plus sérieuse pour l'instant. Après, si ce n'est pas possible maintenant, ça sera possible plus tard. Bon, on aura peut-être une situation différente en Europe aussi, dans l'Union européenne, dans notre commission, d'autres États membres. Le mandat, soit il ne change pas, soit il change, on verra. Et tout ça sont des variables qu'on ne peut pas prévoir en ce moment, quoi. Attendons fin juin, et puis on aura une vision plus claire et de la substance, et puis après de la volonté politique de faire certaines choses. Est-ce qu'on pourrait voir un vote populaire? Ignacio Cassis récemment évoquait la possibilité que le peuple suisse se prononce en 2021. Quel est le calendrier exact? Bon, je pense que je n'étais pas là quand mon chef a dit ça, mais je pense qu'il non, je pense qu'il décrivait le processus technique tel qu'il est suivi normalement. En Suisse, pour voter sur un accord, il faut d'abord qu'il soit signé, et il faut d'abord qu'il soit approuvé par le Parlement, et il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui demande qu'il y ait un vote. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors, non seulement il n'est pas signé cet accord, mais il n'est encore pas assez bon pour dire qu'on va le signer. Alors, vous voyez bien où ça nous amène. Ce que M. Cassis voulait dire, c'est que même si on décidait cet été de signer, rien ne se passerait de décisif en Suisse. Mais il faut partir. L'idée qu'il y aurait un vote populaire, qu'il y aurait un référendum contre cet accord avant début 21, c'est ça qu'il a voulu dire. D'accord, merci. Pablo Demière, vous êtes étudiant en master en études européennes et membre de Master Students Organization du Global Study Institute. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai quand même une petite question, parce que toujours dans le cadre de l'accord institutionnel, est-ce qu'on ne serait pas dans une logique de se faire peur collectivement, ou dans une sorte de jeu à la « fais-moi peur Juncker » On l'avait vu dans le passé avec la non-adhésion de la Suisse à l'espace économique européen en 1992. Quand il y a eu le résultat du scrutin, on avait notre ancien conseiller fédéral, Jean-Pascal Delamura, qui parlait d'un dimanche noir pour l'économie suisse, et bien entendu pour un futur des emplois suisses. Au final, on ne s'en sort pas si mal que ça. Et puis, comme deuxième exemple, alors malheureusement, la fameuse initiative de l'UDC sur l'immigration de masse, là encore, heureusement, elle a pu être appliquée d'une manière assez, disons, assez modulable. On n'a pas appliqué tel quel. Donc tout ça pour savoir, voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce jeu de se faire peur, et à chaque fois qu'on se dit « Ah mince, si on n'accepte pas, c'est la fin ». Je ne sais pas où vous avez entendu ça. Je viens de vous dire que s'il n'y a pas l'accord, la Suisse reste là où elle est, l'Union européenne aussi, qu'on va trouver d'autres solutions. Je ne pense pas qu'on fasse peur à personne. Mais en même temps, les faits sont les faits. Et les liens économiques, sociaux, etc., je veux dire, on ne les invente pas. Demandez aux entreprises qui pensent de difficultés de mettre sur le marché certains produits et ils vous donneront une réponse. Soit ces produits vont sur le marché de manière facile, soit l'entreprise se déplace là où elle marchait, et ainsi de suite. Vous rappelez le vote sur l'espace économique européen. Je vous rappelle quand même que de 1992 à 2000, la Suisse a été en stagnation, voire en récession économique. Et que, alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'espace économique, c'est possible, mais qu'à la conclusion des accords bilatéraux, l'essor économique a recommencé. Donc, finalement, on a parié au vote négatif sur l'espace économique européen en trouvant d'autres pistes. De toute évidence, cet accord multilatéral n'était pas bon pour les Suisses et pour les cantons, ils ne l'ont pas voulu. Il a fallu trouver une autre voie, mais il a fallu 10 ans pour mettre en vigueur cette autre voie. L'initiative de masse 2014 a suspendu les négociations en matière d'Erasmus, de culture, de recherche,
hein. On a réintégré tout ça. On n'a pas pu conclure le protocole d'élargissement à la Croatie, dans les circulations des personnes, précisément à cause de cette initiative. Ça nous a causé des années de problèmes avec l'Union européenne qu'on a peu à peu résolu, mais pas pour Erasmus. Donc, on est partiellement et unilatéralement dans Erasmus. Les étudiants qui sont dans cette salle ne peuvent pas participer au système Erasmus. Ce que votre université a fait ici, c'est mettre en place des systèmes de palliatifs pour vous permettre quand même par-ci, par-là, mais ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans le système média, on n'est pas dans le système de culture. Donc, ce n'est pas des catastrophes. Mais tout a un prix. Hein. L'acceptation d'un accord a un prix parce qu'on partage quelque part la souveraineté avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça, c'est dans la vie, c'est la même chose. Vous êtes sur l'autoroute, il y a d'autres voitures, hein, et puis il faut ralentir, accélérer, se rabattre, etc. Mais la non-acceptation a aussi un prix. Et je pense qu'il faut être sincère, clair, objectif. Il ne faut pas dramatiser. Ce n'est pas une catastrophe, mais ça aura un prix. Peut-être un deuxième point, c'est par rapport aux mesures de rétorsion, parce que vous l'avez très bien montré dans les slides, mais on est quand même le troisième partenaire économique de l'Union européenne, deuxième investisseur. En 2018, on a exporté pour 121 milliards de francs, donc ce qui correspond à 52% du total des exportations suisses, et on a importé 141,81 milliards, ce qui correspond à 70,26%. En plus de ça, on a 1,4 million de ressortissants européens qui vivent en Suisse, 320 000 frontaliers, comme vous l'avez dit, qui se rendent chaque jour en Suisse pour travailler. Donc, au final, on est quand même un acteur important. Hein. Notre petite Suisse a quand même un certain poids. Donc, est-ce que ça ne serait pas exagéré en termes de, j'ai envie de dire, un peu de menace de la part de l'Union européenne ? Mais le système de compensation prévu dans l'accord constitutionnel n'a précisément rien à voir avec des menaces ou des mesures de rétorsion en dehors des obligations qu'on aurait reprises. Donc, si on s'engage à reprendre, si on ne reprend pas, c'est compensé. C'est compensé de manière contrôlée et par une entité indépendante. Donc, c'est le contraire de la rétorsion, ce qu'on a prévu. La rétorsion, c'est aujourd'hui dire vous ne signez pas l'accord institutionnel, il n'y a pas d'équivalence boursière. Hein, il n'y a aucune base juridique pour faire ça, mais ils vont probablement le faire. Donc, alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est vrai, les chiffres que vous mentionnez sont corrects. Et d'ailleurs, je n'ai pas arrêté à Bruxelles de les rappeler tous les jours. Mais si vous les mettez en perspective, pour l'Union européenne, ça fait probablement entre le 7 et le 7,5% du total, alors que vous l'avez rappelé vous-même, pour nous, ça fait 52, 53, 54 selon. C'est vrai qu'il y a 1,4 million citoyens de l'Union européenne qui résident en Suisse. Déjà, ils ne sont pas en vacances, hein, ils travaillent pour notre économie, mais on a à peu près 550 000 Suissesses et Suisses qui résident dans l'Union européenne. Le pourcentage, je vous laisse voir, hein, il y a 500 millions d'Européens et il y a 8 millions de Suisses. Alors, vous faites vite le calcul. Et ainsi de suite. Donc, l'importance de la relation s'accompagne pour l'Union européenne, je ne suis pas leur avocat, j'essaie d'expliquer, avec aussi une reconnaissance d'une espèce de solidarité, de communauté de destin. Et tant que ça s'est donné, on est un partenaire estimé, d'ailleurs en dehors de la relation bilatérale, pour tout ce qui est promotion des droits de l'homme, de la paix, de la gouvernance, etc. Dans le monde, on est tout le temps l'un à côté de l'autre. Mais dans la relation bilatérale, pour eux, l'importance économique, et pour nous aussi, je pense, devrait aller vers quelque chose de plus intégré aussi juridiquement, tout en sauvegardant les différences et les spécificités qui sont les nôtres. C'est cette approche-là qui prévaut. Nous, on a plutôt une approche économique. Mais les deux choses ne sont pas contradictoires. Il faut combiner ces deux choses, il faut les mettre ensemble. Mais je ne surestimerai pas l'importance de l'économie lorsqu'on est dans des débats tellement importants du point de vue presque de la philosophie de l'existence même de notre partenaire.
Il y a d'autres questions d'étudiants dans le public. Je précise quand même qu'un sondage récent semble indiquer que les Suisses sont favorables à cet accord. C'était peut-être un peu surprenant au vu des discussions politiques. 60% d'avis favorables et même 69% en Suisse romande. Un sondage GFS réalisé auprès de 2000 personnes commandé par Interpharma. Ça vous a étonné, ce résultat ? Bon, vous savez, il faut prendre les sondages pour ceux qui sont. Et je dois aussi vous dire que pour l'instant, ce n'est pas le peuple qui décidera, c'est le Conseil fédéral. Donc, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de discussions de ce type, beaucoup de conférences, j'ai côtoyé beaucoup de personnes aussi, principalement, je dirais, à Suisse alémanique. Je ressens partout à peu près ça. Disons que, comme sur tout sujet important, et pas seulement en Suisse, je pense aussi de plus en plus dans les autres pays européens, l'opinion est partagée. Elle est à peu près 50-50. Alors, c'est bon signe que les citoyennes et les citoyens, enfin, je ne sais pas, c'était 2000 personnes, hein. C'est vous la spécialiste de ça, je ne sais pas quelle valeur a tout ça, mais quand même, il y a quand même une majorité qui dit, pourquoi pas. Je pense que ces efforts de divulgation, d'information, etc., fonctionnent. On va passer à des questions dans le public. Mohamed Datiek, voilà, vous pouvez vous lever. Vous êtes de l'association Zofinc, Société d'étudiants. Un micro va vous être apporté. Merci beaucoup en tout cas pour votre conférence, elle était très claire. Ceci dit, j'ai quand même une question, un éclaircissement d'abord. Ça concerne les exceptions par rapport à la directive citoyenneté. Je n'ai pas très bien compris si c'était une exception qui n'avait pas pu être demandée ou alors la Suisse n'a pas voulu mettre d'exception sur cette directive. En tout cas, ce qui est sûr, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a une divergence certaine entre l'Union européenne et la Suisse par rapport à cette directive. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt annoncer cette directive comme étant une ligne rouge que la Suisse ne voudrait pas franchir, bien qu'Uli Maurer ait dit que c'était une erreur d'annoncer publiquement les lignes rouges, mais est-ce que finalement il n'aurait pas fallu clairement annoncer qu'en ce qui concerne cette directive qui concerne l'extension des droits à l'aide sociale est quelque chose sur laquelle la Suisse ne souhaiterait pas s'avancer, auquel cas elle ne signerait pas l'accord? Merci, c'est exactement ce qu'on a fait. On a dit que non, on ne signerait pas l'accord. On a dit que pour nous, cette directive ne fait pas partie de l'acquis de la libre circulation des personnes et que donc on souhaitait qu'elle soit exclue formellement de l'accord. Alors, il y a l'autre en face qui dit on n'est pas du même avis, donc on ne va pas l'exclure formellement. Le compromis, c'est de ne pas parler. L'Union européenne sait très bien ce qu'on pense de cette directive. Maintenant, elle ne concerne pas que l'aide sociale. Elle concerne aussi beaucoup d'autres choses sur la libre circulation des personnes qui, en principe, ne posent pas de problème à la Suisse. Il y a un problème peut-être d'aide sociale partielle pour les indépendants, pour les personnes qui perdent leur emploi en Suisse, surtout après de longues années de travail en Suisse. Et puis, il y a un problème qui est théoriquement encore plus grave, qui est celui de l'expulsion des citoyens étrangers. Nous avons une disposition constitutionnelle, une mise en œuvre qui est un peu plus rigide que la directive. Mais les analyses qu'on conduit depuis montrent que finalement, la chose n'est probablement pas si aiguë et si grave qu'on l'a estimé. Mais en tout cas, alors, la position est, on ne va pas la reprendre. Et puis, de toute manière, si l'Union venait avec l'idée de la reprise, ça se ferait dans le comité mixte de l'accord sur la libre circulation des personnes. Ça serait une négociation, une discussion, et ainsi de suite. On a décidé de laisser fonctionner, justement, l'accord institutionnel, comme il fonctionnerait dans beaucoup d'autres développements qu'on ne connaît même pas. Mais si vous permettez, c'est quand même des chiffons rouges qui sont agités par les opposants à l'accord, hein, que cette directive sur le droit de citoyenneté, concrètement, la Suisse dit on ne la veut pas, l'Union européenne dit on la veut. Est-ce qu'au final, et au terme de tout le processus, l'Union européenne aurait la possibilité de nous l'imposer? Non, en aucun cas.
En aucun cas. Non, c'est impossible. Encore une fois. Parce que c'est quelque chose qu'on entend partout. Mais comment vous faites pour imposer quelque chose à un autre État qui doit légiférer là-dessus? Vous faites comment? Faites Alors, une guerre? il y aurait les mesures de rétorsion, entre guillemets. Alors, il n'y a pas de mesures de rétorsion, il y a des mesures de compensation. Oui. Mais ça n'impose pas la reprise de la directive. C'est le prix à payer parce qu'on ne reprend pas la directive. Donc, tous les opposants qui disent l'Union européenne va nous imposer, ou la Cour de justice, c'est faux. Oui, c'est tout à fait faux. Rien ne peut nous être imposé par qui que ce soit. D'accord, au moins c'est dit. Une autre question? Oui, vous permettez juste l'étudiant, puis je vais... allez-y, monsieur. Mais je crois que ça concerne le même sujet. On reste sur le même sujet des droits de citoyenneté, directive. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Monsieur le secrétaire d'État, merci beaucoup pour me donner la possibilité de vous poser trois petites questions. Non, une question, monsieur, juste... Ok, mais je fais appel à Montesquieu, à la démocratie directe et au droit de parole, pour pouvoir poser ces questions. Je vous présente trois esclaves du milieu diplomatique. Monsieur Salifou, cuisinier de la mission de Niger, docteur en économie, qui est esclave de la mission de Qatar pour 2.800 francs, là pour 1.800, la dame pour 1.200 francs par mois. Alors, est-ce que dans le cadre de l'Union européenne, vous pouvez nous raconter, nous dire qu'est-ce qui va se passer concernant la sécurité sociale pour les cartes de législation? Et ma première question. Ma deuxième question, question, c'est le droit de ces travailleurs, quand sont expulsés du travail, d'avoir accès à les tribunaux de justice à Genève. À Genève, dans le sens... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que trois questions dérangent tellement la démocratie? S'il vous plaît. Est-ce que trois questions dérangent tellement la démocratie? On ne peut pas s'inventer d'être le pays des droits de l'homme, d'être le pays des droits de l'homme et ne pas respecter la liberté d'expression, ne pas respecter les... Voilà, monsieur, tout à fait. Vous avez posé une question qui n'entre pas dans le cadre de ce débat. On va reprendre... voilà, madame, vous allez poser votre question. Non, monsieur, s'il vous plaît. C'est bon, je dis un mot. Attendez, j'ai compris. Écoutez. Non. Alors, monsieur le secrétaire d'État va vous répondre. Alors, déjà, je suis désolé d'apprendre tout ça. Et vous savez, il y a d'autres personnes que moi, et d'ailleurs, ils sont dans cette salle, auxquelles vous pourrez parler après. Mais je comprends tout ça. Et je voulais juste vous dire qu'on peut en parler séparément. Moi, je m'occupe maintenant de la relation entre la Suisse et l'Union européenne. Je ne suis pas responsable de la situation de travail des trois personnes qui vous accompagnent. Non, mais ça, c'est un problème. C'est un problème de droit. Monsieur, vous avez parlé de démocratie, alors vous avez posé votre question, laissez-moi donner mon réponse. Sinon, ça, c'est pas de la démocratie si vous m'interrompez. Ça, c'est un peu n'importe quoi. Bon. Écoutez, c'est dommage que vous faites ça parce que je vous offre volontiers mon oreille et puis l'oreille des collègues qui s'occupent de ça. Mais si on ne peut pas se parler, ça ne va pas être possible. Voilà, madame, aussi des étudiants Zofing, de la Société d'étudiants Zofing, je crois. Allumez votre micro et posez votre question. Ça marche. Okay, pardon. Donc, je voulais vous poser une question concernant les méthodes de négociation. Donc, on a l'impression que les négociations entre la Suisse et l'Union européenne sont un peu comme des négociations entre David et Goliath. Donc, l'UE met en œuvre beaucoup de moyens de pression sur la Suisse. Et n'y a-t-il pas un moyen de rééquilibrer les négociations? Et dans ce cas-là, quels sont les moyens d'action que la Suisse pourrait exercer sur l'Union européenne? Bon, merci beaucoup. Écoutez, je ne suis pas un grand expert biblique, mais si je me souviens bien, David a gagné contre Goliath. Et puis, pour être un peu plus sérieux, je pense vraiment, pour les avoir côtoyés ces 25 dernières années, déjà les bilatérales 1 et 2, etc., je dois vraiment vous dire que les négociations se passent au même niveau. C'est la recherche vraiment d'une position commune. Alors, l'erreur qu'il ne faut jamais commettre dans une négociation, c'est de croire d'avoir
raison et donc que l'autre, il doit nous donner raison. Ça ne se passe jamais comme ça. Hein. Il faut trouver quelque chose de commun. Maintenant, vous abordez après quelque chose qui est en dehors des négociations. La négociation est faite pour trouver un consensus, ou alors il n'y a pas de consensus et puis il n'y a pas d'accord qui est conclu. Là où le droit n'est pas fait, évidemment, après, la situation devient un peu plus compliquée. C'est la force, c'est le pouvoir, soit économique, soit commercial, soit même militaire. Il faut quand même admettre qu'ils sont un peu plus forts que nous. Mais l'Union européenne est en soi, comme nous, un État de droit, un État fondé sur le respect de certains principes. Et je n'ai jamais ressenti personnellement de problème à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils concèdent des choses qu'ils ne veulent pas concéder. Ça, il faut séparer les deux choses. Il y a des étudiants du chapitre universitaire genevois d'Amnesty International. Oui. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit avant sur le fait que la Cour de justice donne des avis contraignants au tribunal arbitral sur l'interprétation du droit de l'Union européenne. En tant que défenseur des droits humains, Amnesty se demande, étant donné que la Cour de justice a toujours donné la priorité au commerce et sur les droits des travailleurs, est-ce que les droits des travailleurs suisses vont être mis au second plan dans cet accord cadre ? Alors moi, je ne suis pas ni l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, ni le représentant de l'Union européenne. Les décisions que j'ai lues et qui concernent notre domaine ne sont pas, comme vous le dites, exclusivement portées sur l'ouverture économique et surtout pas aux dépenses des citoyens et des citoyennes de l'Union européenne, voire des citoyens de la Suisse lorsqu'on est dans une relation contractuelle qui fait qu'on est traité de la même manière. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est que la Cour applique le droit européen, comme le tribunal fédéral applique le droit suisse, et que précisément le droit européen en matière de travailleurs détachés a évolué. Une nouvelle directive sur le détachement qui vient d'être approuvée, c'était le juin 2018, il faudra voir comment elle est mise en œuvre par les États membres, etc., qui rapproche le système de protection des travailleurs détachés avec la directive de mise en œuvre qui, elle, existe depuis un bon moment, du système suisse. Et la Cour de justice va appliquer cette directive. Donc, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire là? Un tribunal n'est pas une entité apolitique, jamais. N'est pas quelque chose qui est séparé de la société dans laquelle il se trouve. Mais foncièrement, il applique le droit que cette société se donne. Alors là, c'est l'Union européenne, en Suisse, c'est pareil. La Cour va, si elle ne l'a jamais fait, comme vous le dites, par le passé, et pas dans un passé récent, elle va adapter sa jurisprudence de manière à tenir compte de l'évolution du droit voulu par les États membres. Et je constate, ça, objectivement, un développement qui va dans le bon sens en ce qui nous intéresse. Une autre question? Oui, j'ai une autre question par rapport au tribunal arbitral. Comme on a plusieurs fois mentionné, les avis que donne la Cour internationale de justice de l'Europe sont contraignants pour le tribunal arbitral. Est-ce que, à votre avis, ça signifie que la Suisse va perdre une partie de sa souveraineté? Vous savez, à chaque fois qu'on conclut un accord international avec qui que ce soit, on décide de partager un peu de souveraineté avec quelqu'un d'autre. Mais on le décide souverainement. Et surtout dans un pays comme le nôtre, où, en fin de compte, c'est le souverain qui s'exprime là-dessus et qui dit c'est bon, on l'a fait en connaissance de cause. On a quelque part décidé, ça ne se fait pas depuis 2-3 ans, ça se fait depuis toujours, hein, on a décidé de se mettre sur un autre plan et de partager cette souveraineté. Dans ce cas précis, je pense que cette réflexion est exagérée. Ce qui va se passer, c'est que si les arbitres estiment nécessaire d'avoir une interprétation de ceux qui savent le droit mieux que quiconque, hein, parce que c'est ceux qui appliquent le droit européen en Europe, va poser une question, aura une réponse, et cette réponse, elle lit le tribunal arbitral. Ce n'est pas une question de souveraineté. La question, d'abord, est traitée par les autorités suisses, par les tribunaux suisses, qui appliquent ce même droit parce que l'accord a été d'abord approuvé par la Suisse, et puis mise en œuvre par les lois nationales en Suisse. Ce n'est que dans des cas extrêmement rares qu'on arrive
n'arrivera pas à se mettre d'accord. Et dans ces cas rares-là, on demandera à l'expert final de dire quel est le droit. En fait, c'est le tribunal arbitral qui décide la dispute, pas la Cour de justice de l'Union européenne. Et le tribunal arbitral est un organe paritaire. Alors, si vous voulez, votre image de souveraineté, il est par définition souverain parce qu'il y a un juge nommé par une partie, l'autre nommé par l'autre, et puis le président nommé par les deux. Donc, je pense que dans la discussion sur la souveraineté, on peut la mener globalement pour cet accord institutionnel, pour le rapprochement qu'on essaye d'atteindre et qui est dans notre intérêt aussi avec le système de l'Union. Mais pour ce qui est de l'arbitrage et du recours à la Cour de justice, je pense qu'on exagère un petit peu en utilisant ces termes. Merci. On va prendre encore une ou deux questions. Monsieur Sommaruga. Bon, comme élu socialiste et président de la commission interne du Parti socialiste de politique extérieure, j'aimerais réagir aux critiques qui sont faites au Parti socialiste. En fait, le Parti socialiste, pas par Monsieur Balzaretti, mais en introduction quand même, ça a été dit, et je crois qu'on ne peut pas laisser ça dans l'air, c'est d'une part, le Parti socialiste est un parti européen, c'est écrit dans son programme, et ses décisions ont toujours été dans ce sens. Je rappelle que lors de la dernière session, nous étions le seul parti qui a soutenu la contribution de cohésion sans condition et que les autres partis ont posé comme des conditions diverses au versement de cette contribution. Ce n'est pas rien. La deuxième chose, c'est que le Parti socialiste est également, ça a été dit par M. Balzaretti et je le remercie, le parti qui défend les salariés. Or, nous sommes convaincus que nous ne pouvons faire de politique européenne durable que si on fait une politique européenne avec les salariés et dans la défense des salariés. Et c'est là où réside la difficulté aujourd'hui. Parce que si on ne fait pas ça, l'année prochaine, il y a un vote sur la libre circulation des personnes qui nous a imposé par l'UDC et nous n'aurons pas de majorité si nous n'avons pas avec nous les salariés et les salariés de ce pays. Et donc, c'est comme ça que le Parti socialiste entend faire la politique européenne, avec conviction, mais aussi avec responsabilité, pour l'intérêt des travailleurs et de l'économie. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est une prise de position. D'autres questions? On ne voit pas très bien depuis, mais le micro va arriver. Merci. Bonsoir, Monsieur le Secrétaire d'État. Nous avons compris que vous êtes Tessinois. Tout le monde ici, dans cette salle, sait que les Tessinois ont souffert dans leur chair suite à l'application des accords bilatéraux en 2002 et en particulier suite à l'introduction de la libre circulation. Au Tessin, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs tessinois qui ont perdu leur emploi, qui ont été remplacés par des travailleurs italiens qui acceptent des salaires 2 à 3 fois inférieurs aux leurs. Aujourd'hui, le Conseil d'État tessinois s'oppose à l'accord cadre. J'aimerais savoir comment est-ce que vous faites en tant que Tessinois pour être aussi optimiste par rapport à cet accord. Il y a d'ailleurs beaucoup de Tessinois en première ligne dans ce dossier. Depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps. Je vous rappelle. Avant, ce n'était pas des Tessinois. C'était des Romans. Non, je comprends. Alors, écoutez, on ne va pas entrer dans des polémiques sur les données. Le chômage au Tessin a baissé ces dernières années de manière constante. Et les statistiques montrent qu'il n'y a pas d'effet de substitution de travailleurs italiens au Tessin. Ça, c'est un fait. Maintenant, que la pression sur le marché du travail au Tessin soit évidente, ça, personne ne le conteste. Le bassin économique du nord de l'Italie est énorme et le territoire tessinois est relativement étroit. Néanmoins, il y a à peu près 60 000, je pense, frontaliers qui entrent tous les jours. Je pense que les soucis sont plutôt d'ordre infrastructurel, le transport, le trafic, la surcharge des services, plus que sur le marché du travail, qui bénéficie quelque part de cet apport de frontaliers pour beaucoup de services qui autrement ne pourraient pas fonctionner au Tessin s'il n'y avait pas. Pensez à tout le système des hôpitaux, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre de commerce et c'est aussi le Conseil d'État tessinois qui le dit. Je les connais très bien, je les côtoie très souvent. Alors après, votre dernière question est un petit élément polémique, comment je fais en tant que Tessinois. Moi, je représente la Confédération suisse, je fais les intérêts de la Suisse, aussi du Tessin, aussi du canton de Genève. On fait une politique qui est une politique pour le pays,
pas pour une région du pays. Évidemment, j'amène cette sensibilité. J'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai ma famille là-bas. Je sais ce qui se passe. J'ai l'impression que beaucoup de choses pourraient être gérées peut-être un peu mieux, globalement, de part et d'autre. Les relations avec l'Italie ne sont pas toujours faciles, les discussions avec les Italiens ne sont pas toujours faciles, mais globalement, et aussi grâce notamment aux mesures d'accompagnement qui sont en place, je pense que la situation sur le marché du travail n'est pas aussi dramatique que vous le dites. Alors on va prendre une dernière question. Oui, monsieur. Le micro va vous être tendu, monsieur. Oui, merci, monsieur Balzaretti. J'ai déjà la deuxième fois que j'ai la chance de vous entendre. L'autre jour, c'était à Berne. J'ai une question de l'appui que vous recevez. Notamment, moi, je suis vraiment étonné que l'économie suisse, les industriels ne vous appuient pas davantage. Ça veut dire, moi, selon la presse, il y a très peu que vous recevez d'appui. Et même le Conseil fédéral, c'est jamais proposé aussi récemment en public. Vous avez dit, oh, ils ont pris position au mois de décembre et tout récemment. Mais moi, je ne le sens pas. Tout récemment, dans la presse, c'est toujours dans la presse, moi je m'informe, on a lu que monsieur Cassis est de plus en plus isolé au conseil d'administration, au conseil fédéral. Merci beaucoup. Mais, vous permettez, Madame Gaggini est là, elle va peut-être pouvoir dire quelque chose. Madame Gaggini, économie suisse, vous pouvez lui passer le micro? Une autre tessinoise dans la salle, ça fait beaucoup, hein, Gaggini. Buonasera. Écoutez, je suis surprise par votre intervention, mais tout est possible dans ce monde. Économie suisse est sortie du bois en annonçant son soutien à l'accord cadre très très vite, c'est-à-dire déjà au mois de fin janvier, alors que nous avions pu étudier la vingtaine de pages de l'accord qui nous a été présenté par le Conseil fédéral. Je pense que, et vous le savez, nous sommes la fêtière qui représente certes les grandes entreprises, mais l'ensemble des milieux économiques, mis à part les arts et métiers, et 100 000 entreprises de ce pays, exportatrices et importatrices, et dans nos milieux et au sein de notre conseil d'administration, eh bien, il n'y a pas de voix discordante sur le fond. Tous les milieux que nous représentons sont favorables à cet accord cadre. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour remercier M. Balzaretti de tout le travail qu'il a fait et qu'il continue à faire, parce que c'est essentiel, ces tournées, ces explications sont fondamentales, elles sont factuelles, et ça, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, évidemment, ce que nous ne pouvons pas exiger du Conseil fédéral, c'est qu'il ratifie, qu'il signe, ça, ce n'est pas possible, mais nous souhaitons vivement que nous n'attendions pas trop longtemps, idéalement d'ici fin juin. Nous souhaiterions que le Conseil fédéral puisse se déterminer, puisque vous l'avez entendu, il y a une série de mesures de compensation, rétorsion, on l'appellera comme on veut, qui vont nous tomber sur la tête, et l'équivalence boursière n'en est qu'une, celle des obstacles techniques au commerce en est une autre. Évidemment, en tant que place innovante, place économique innovante, nous avons besoin aussi que la recherche et l'enseignement soient équipés comme il se doit dans ce pays. Donc un grand merci à M. Balzaretti. Je sais que le travail est difficile, la critique est très facile, les yakas se multiplient. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est du courage politique, et j'espère qu'il viendra, d'autant qu'avec 60%, voire plus, de la population derrière cet accord, cela devrait inciter certaines personnalités, certains partis politiques à être plus courageux, quand bien même nous comprenons qu'ils soient en année électorale. Voilà, je pense que c'était là. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, voilà. Alors on va vous remercier d'avoir été... À propos de courage. Mesdames et messieurs, la vivacité de notre système démocratique dépend, vous l'avez compris, de la qualité de l'information qui nous est livrée, des débats que nous avons pu mener ce soir tous ensemble. Et j'aimerais à ce titre remercier très chaleureusement
le secrétaire d'État, M. Balzaretti, de la qualité de l'information qu'il nous a livrée. Elle était importante, elle était utile. Et je crois aussi remercier l'ensemble des associations d'étudiants qui se sont associés à nous pour organiser ce débat. Il est aussi extrêmement important pour la vivacité de notre démocratie. Merci infiniment toutes et tous d'être venus avec nous ce soir. Et peut-être encore demain soir, un autre débat qui sera organisé à Unimail, je crois, par le Global Studies Institute, qui aura trait au Brexit, pour changer un tout petit peu les thématiques. Merci infiniment et très bonne soirée à toutes et à tous.